aux activités de séminaire. Et parmi les demandes les plus récurrentes, il y avait des témoignages d'anciens qui, voici quelques années, étaient à votre place. 21 ans en l'occurrence, puisque M. Brockman est sorti de l'Institut Sainte-Marie en 1995. J'étais née. M. Brockman a un parcours, s'il vous plaît, un parcours très intéressant et surtout atypique par rapport à beaucoup qui, durant leur études déjà, cherchent à se faire engager comme salarié quelque part. M. Brockman est indépendant. M. Brockman a créé sa société dans le domaine qui vous est cher, puisque ça tourne autour des activités basées à Bierzet, je n'en dis pas plus, il vous le dira. Il a créé son entreprise, il l'a développée, il a beaucoup recruté, quasi tous, après, à moins que ça n'ait changé depuis sont des diplômés de Sainte-Marie aussi. Voilà, je n'en dis pas plus, c'est son parcours qu'il va vous raconter, et comme à chaque fois, un petit café, mademoiselle. Et comme à chaque fois, n'hésitez pas, en cours d'intervention, de poser vos questions. Ça se veut très interactif, vous le savez très bien. Voilà, Eric, merci encore une fois d'avoir bien voulu accepter de passer une partie de l'après-midi avec nos étudiants. Chaque fois que je te sollicite, tu réponds présent. Cher Hanson, et je te donne donc le micro. Merci encore. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Eric Brockman, j'étais à votre place il y a... Enfin voilà, maintenant ça fait longtemps, mais chaque année je dis que ça fait pas très longtemps, donc le temps passe plus vite qu'on croit. Je vais vous dire un petit peu mon parcours de vie scolaire jusqu'à arriver sur les bancs de Sainte-Marie. C'est pas pour faire ma publicité, je ne vends rien du tout, je ne suis pas l'exemple à suivre. Simplement, j'aimerais lever quelques craintes que vous pouvez avoir face à ce temps qui passe inexorablement et qui va vous amener un jour devant des choix très très difficiles et qui vont concerner notamment votre vie. Enfin, vous allez croire que ça concerne votre vie professionnelle, mais ça va surtout concerner votre vie privée. Donc à l'école, on apprend un tas de trucs, depuis les primaires jusqu'ici, mais on ne vous apprend pas à chercher votre épanouissement personnel. Donc ce qui est bien ou mal pour vous, ou vous n'arrivez pas parfois à faire la différence entre ce qui est moral, par exemple, les valeurs du travail. Est-ce qu'il faut travailler tout le temps? Est-ce qu'il faut rien faire? Bon, bah ça, du moment qu'on assume ses choix, il n'y a pas vraiment de mauvais choix. Mais je vais un peu vous faire part de mon parcours, simplement pour vous montrer aussi que peut-être vous avez en vous un potentiel que vous ignorez. Et quand je dis potentiel, ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme moi pour réussir quelque chose, non, c'est pas du tout le message. Simplement pour dire que chaque histoire vaut la peine d'être vécue et chaque histoire vaut la peine de... Voilà. Donc, ce qui est important de retenir dans tout ce que je vais vous dire, c'est de dire que quand j'étais à votre place, j'avais exactement la même crainte que vous. Je me disais, tu vois, qu'est-ce que je fous ici? Donc ne soyez pas choqués par mes propos, il est au courant, c'est pas un problème. Donc qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce que je vais faire quand j'ai le papier? Où est-ce que ça va me mener? Comment je vais faire pour trouver du boulot alors qu'il y a du chômage partout? Est-ce que je dois partir à l'étranger? Est-ce que le stage à l'étranger est important? Est-ce que je ne vais pas perdre mon temps là-bas? Est-ce que je vais être maltraité, bien traité dans une entreprise, etc. Il n'y a pas de réponse miracle. Il faut vivre la vie comme elle vient. Donc je vais commencer d'abord par vous expliquer. Déjà, je ne suis pas né en Belgique. Donc, je suis né en Allemagne, pas ici. Puis mes parents sont venus vivre ici. C'est-à-dire que mes parents étaient belges, mais voilà, ils vivent en Allemagne. Et j'étais dans des écoles, dans des quartiers plutôt défavorisés. Ouais, je viens d'une famille très très pauvre, donc j'ai grandi avec toutes les petites frappes qu'on peut trouver dans les quartiers les plus dégueulasses. Et j'ai eu la chance, en fait,
que mes parents me donnent une éducation assez stricte, avec beaucoup de discipline, et j'étais très bon à l'école, en primaire, je parle. Donc j'étais très bon à l'école. En primaire, c'est le plus facile d'être bon à l'école. Et puis, on était dans une école un peu particulière, donc c'était du côté d'Ougré, je ne sais pas si vous connaissez, c'est pas du tout les plus beaux quartiers du monde, quoi. Et dans cette école, à cette époque-là, il y avait un truc qui était marrant, ça s'appelait le tiers-temps pédagogique. Donc, en fait, il y a un instituteur qui était convaincu que le système scolaire n'était pas bon et qu'il fallait accorder au moins 2 après-midi à autre chose que l'école. Ça paraît un peu curieux, mais la commune a accepté de mettre le projet en œuvre. Et donc, tous les mardis après-midi, j'avais une activité qui s'appelait montage d'IA. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'iPhone, donc il y avait des projecteurs, on mettait les photos au mur comme ça, et on faisait des montages avec des musiques, etc. Il y avait des petits appareils qu'il fallait apprendre à manier, etc. Il faut se rendre compte, à cet âge-là, on a 10 ans, hein, on n'a pas 18 ans ou 20 ans. Et le vendredi après-midi, on avait rugby. Et ça, c'était très bien. On se défoulait, et finalement, quand il y en a un qui s'emmerdait dans la cour, on se vengeait un petit peu le vendredi après-midi sur le terrain. Puis ça calmait un peu les esprits. Donc on a appris les valeurs de ce sport qui sont vraiment extraordinaires. Et ce que se demandaient les spécialistes à ce moment-là, c'était est-ce que des enfants qui suivent tous le même programme peuvent réussir en ayant 2 après-midi où ils ne sont pas à l'école? Le résultat était sans appel parce que dans les 10 premiers de toute la commune d'Ougré, il y en avait 5 de notre classe. Et c'était pas une super... enfin voilà, c'était pas des extraterrestres, quoi. Donc ils se sont rendus compte que ce projet était bon. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont arrêté d'ailleurs. Parce que quelques années après, ça a stoppé, je comprends pas pourquoi. Mais donc ça a été un peu la première pierre d'achoppement de ma carrière scolaire. C'est l'école. À cet âge-là, on ne s'en rend pas compte, hein, je vous rassure. Pas du tout conscient de ce qui se passait. J'étais dans un milieu plutôt pauvre, avec des copains du même milieu que moi, mais avec des éducateurs, je veux dire, motivés, qui essayaient de trouver un peu d'autres systèmes que ce qu'on trouve généralement dans les autres écoles. Évidemment, quand on sort de là, on a souvent des très beaux points, puis alors on arrive en secondaire. En secondaire, j'ai fait mes études à l'Athénée Royal de Liégeois. Je ne sais pas si vous connaissez où c'est. Bon, je ne sais pas trop comment c'est maintenant, mais à l'époque, c'était vraiment très dur, quoi. Beaucoup de disciplines, on devait travailler beaucoup, c'était très compliqué. Et là, j'ai été versé dans un milieu totalement autre. Tous les gars de ma classe étaient tous des fils de médecins, fils d'ingénieurs, donc des types vraiment qui étaient très très calés parce que leurs parents leur accordaient beaucoup d'attention pour qu'ils étudient, etc. Et là, je me suis retrouvé plutôt dans la moyenne inférieure de la classe. Donc ça a été un peu dur, parce que quand on a 12 ans et qu'on débarque, vous avez peut-être vécu ça vous-même, où on a un petit peu le king de la classe, et puis on arrive dans une classe où on n'arrive même pas à être dans les bons, quoi, finalement. Déjà, on prend une petite claque, on se dit, même à 12 ans, on se dit, mais merde, comment ça se fait que j'y arrive pas? On se pose un tas de questions, moi je ne l'ai pas trop mal vécu, quoi. Ça ne m'a pas trop perturbé, mais je me suis quand même demandé comment ça se faisait. Et donc, cette fréquentation et cette école m'a permis de garder un certain niveau d'études et d'application dans ce que je faisais dans ma vie. Et donc j'étais un petit peu, je ne vais pas dire un peu schizophrène, mais quand je rentrais le soir dans mon quartier, on allait faire tous nos petits cours douces, et puis la journée j'étais discipliné à l'école, je travaillais. Voilà, c'était un petit peu mon quotidien, comme ça, une double vie d'intellectuel gamin de merde. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et donc j'ai progressé dans l'école secondaire, et en école secondaire, j'ai fait comme tous ceux qui réussissaient à ce moment-là dans cet Athénée. J'ai pris une option scientifique, donc c'était latin, mathématiques A. C'était chouette, en 5e on avait 9 heures de maths, 9 heures de sciences, 4 heures de latin, 4 heures d'anglais, 2 heures de néerlandais, et 41 heures semaine. C'était un truc de... maintenant je crois que c'est interdit, vous ne pouvez même plus le faire. Et donc j'ai fait ça, et comme tout le monde, dans la classe on devait être ingénieur ou médecin. Si on ne faisait pas ça, c'est qu'on était un raté. Comme j'étais un peu révolutionnaire, j'ai fait l'examen d'entrée aux ingénieurs, et puis j'ai dit, moi, vous allez tous en médecine, ok. Vous allez tous en ingénieur, ok. Moi, je vais aller au HEC, tiens. J'étais pas formé pour ça, donc j'ai eu un peu de mal. J'ai raté la première année, et puis j'ai recommencé une deuxième, et dans la deuxième où j'ai recommencé l'HEC, je me suis dit, mais comment ça se fait que je suis ici? J'ai fait une petite introspection en moi-même. Je me suis dit, tiens, j'ai un peu analysé. Je dis, ok, j'ai fait les maths, j'ai fait les sciences parce qu'on m'a poussé à le faire. C'est pas moi qui voulais vraiment. Maintenant, je suis à HEC, j'ai choisi de faire ça un peu par rébellion. Je ne voulais pas faire ça non plus, en fait.
Et je me suis rendu compte que je ne savais pas trop où me situer par rapport à ce que j'attendais de la vie, etc. Donc ça, c'est un truc qu'on ne vous enseigne pas à l'école. Puis, pendant la deuxième année des HEC, bah, j'ai quand même un peu bossé, parce que j'avais beaucoup de dispenses, donc j'avais plus grand-chose à faire pour réussir l'année. Et à cette époque-là, c'était un système où, quand on ratait en janvier, on ne pouvait pas représenter en juin. Il fallait aller aux présences pour avoir droit aux allocations familiales. Enfin, moi, j'avais réussi, donc c'était pas un problème, mais j'ai un de mes cousins, il était recalé, lui, en janvier. Et puis, bah, je peux vous raconter une anecdote pour vous situer un petit peu ma personnalité et les conflits que j'ai pu avoir dans ce genre d'école. Il y a un premier cours c'était un peu plus de droit international, je crois. Évidemment, on sort de secondaire, encore c'est un choc d'arriver dans un auditoire de 200 personnes, maintenant c'est même plus, quand on vient de classe de 25 ou 30. Et alors, il y a un gars, il rentre, c'était le prof de droit, puis il tape sur le micro et il dit vous êtes bien bavard, mais regardez bien votre voisin de droite, votre voisin de gauche, vous ne le reverrez pas en septembre. Et évidemment, il y a tout le monde qui se tait. Et puis moi, je lève le bras et je lui dis excusez-moi, vous êtes si mauvais que ça? Il dit pourquoi? Je dis ben, à ce que je sache, on vous paye pour nous enseigner quelque chose, vous savez déjà que 2 tiers vous ratez. Vous êtes vraiment mauvais. Je ne veux plus vous voir, alors foutu dehors, donc ça ne m'a pas vraiment servi. Mais voilà, j'ai appris aussi qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas. Voilà, c'était comme ça. Enfin, de fil en aiguille, j'ai raté cette première année, j'ai refait la deuxième, et pendant la deuxième, je me suis posé un tas de questions. Et arrivé aux examens de juin, je me suis demandé vraiment... Donc, je me suis posé un tas de questions, comme je vous l'ai dit, et puis pendant les examens de juin, je me suis dit non, je ne suis pas fait pour ça, le système scolaire ne me convient pas, je ne suis pas fait pour travailler de cette façon-là, je ne suis pas fait pour m'impliquer de cette façon-là, je vais faire autre chose. Donc je n'ai même pas passé l'examen donc la deuxième fois, et je me suis inscrit ici à Sainte-Marie. Bon, dans l'éducation, dans la vision des gens, dans les hautes écoles, on fait Sainte-Marie quand on a raté quelque part. C'est vrai que, je ne sais pas si c'est le cas encore maintenant, mais avant, beaucoup de gens venaient ici parce qu'ils avaient raté HEC ou administration des affaires. Ouais, bah, ça se discute, parce que maintenant, je ne regrette absolument pas d'être passé par ici, au contraire, ça m'a appris plein de choses, mais surtout, le système éducatif était vraiment formaté pour moi. J'avais plus ça de rien faire pour réussir. Donc, non, je rigole. Mais je vais dire, la façon de travailler, la façon d'aborder les matières et la façon de survoler d'une façon générale et plus profondément certains détails, etc., me convenait beaucoup mieux que la méthode. J'ai 400 étudiants, j'en ai éliminé 300 jusqu'à la fin de l'année. Alors, on tue, mais ça n'a plus rien à voir avec l'éducation. C'est juste, enfin, je veux dire, c'est du combat, c'est intellectuel combat, j'appelle ça. Ça ne sert absolument à rien. On n'élimine pas nécessairement les plus faibles. Voilà, enfin, je ne suis pas fait pour ça. Je ne dis pas que c'est mal ou bien, mais moi, ça ne me convient pas. Ici, j'ai trouvé un certain épanouissement. Ok, c'est un petit peu... on n'était pas comme vous, hein, quand on avait la première classe où on était 42, on trouvait qu'on était trop. Et quand on est sorti, on était 24 et on trouvait qu'on était trop. Donc quand je vous vois aussi nombreux ici, je me demande comment vous faites pour supporter une journée entière. Impossible. On avait aussi moins de possibilités d'éviter d'aller au cours. Il y avait plus de prise de présence, etc. Donc j'ai commencé la première année à Sainte-Marie, je m'y suis bien plu. Mais pour être honnête avec vous, oui, vous pouvez tromper quand vous voulez. Pourquoi commerce extérieur? Alors pourquoi commerce extérieur? Honnêtement, à ce moment-là, il n'y avait pas tellement de choix. On faisait, ou bien je retournais dans un truc scientifique, je n'avais pas très envie, donc ça éliminait tout ce qui touchait les sciences, etc. Ou bien j'essayais de coller à quelque chose qui était plus proche de ma personnalité. Donc compétences scientifiques, personnalité, plutôt ouvert sur l'extérieur. Donc j'ai pris commerce extérieur parce qu'il y avait moins de comptabilité engagée. Et justement, comme moi je venais d'études scientifiques et je me suis retrouvé au HEC avec des tout nouveaux cours pour moi, comme comptabilité par exemple, des trucs comme ça, je m'étais dit que peut-être c'était mieux de m'orienter vers quelque chose, par exemple, comme les langues. Il y avait plus de langues que dans les autres graduats. Et comme j'étais très très fort en langue, ben voilà, je me suis dit c'est peut-être un bon choix. Mais c'est pas une mauvaise question parce qu'au moment où on fait le choix, on s'informe avec des portes ouvertes. Je n'ai pas été à des portes ouvertes, mais
Vraiment, c'est ce qu'on fait. On va voir un petit peu, bon maintenant il y a le net, à cette époque-là il n'y avait pas Internet, on regarde les prospectus, on essaye de s'informer, et surtout, ce qui compte, c'est le bouche à oreille, ce que les gens disent, etc. Parce que le gros concurrent de Sadmarie à cette époque-là, je ne sais pas si c'est toujours maintenant, c'était Jomep. Et donc il y avait les pro-Jomep, les anti-Jomep, les pro-Sadmarie, les anti-Sadmarie. Mon cousin est allé à Jomep, moi j'ai choisi de venir ici. Et c'était un choix qui était... Le commerce extérieur, c'est plus un choix au départ par élimination. Parce que je ne voyais pas faire autre chose, voilà, c'était comme ça. Donc, c'est vrai que, en kamikaze que j'ai été, en plus j'ai pris l'option allemand, et la seule fois que j'ai fait de l'allemand dans ma vie, c'était au HEC, c'était pas très bien passé, donc voilà, c'était un petit peu, c'était chouette quand même. Puis est venue la deuxième année. Bon, la deuxième année, c'était pas, en fait, les études n'étaient pas structurées comme elles le sont maintenant. C'est-à-dire qu'avant, on faisait un stage d'une semaine en deuxième, et puis après, on faisait le gros stage qui était un peu plus de 2 mois en troisième, en début d'année. Donc le pré-stage, comme on appelait, moi je ne l'ai pas fait, parce qu'à cette époque-là, les stages à l'étranger n'étaient pas obligatoires, et j'avais trouvé justement un stage à l'étranger, je vous expliquerai comment. Et bon, j'avais demandé une dérogation à l'école, parce que bon, ça coûtait très cher d'aller juste une semaine en Angleterre, pour faire quoi finalement en 5 jours? Juste, enfin voilà, on n'a pas le temps de se mettre dans le bain, on n'a pas le temps de s'investir, etc. Ce qui a été accordé. Donc comment j'ai eu d'abord ce stage? Parce que ça c'est un truc qui est très préoccupant quand on fait des études de commerce extérieur. En fait, c'était tout bête. On est allé, justement avec M. Damery, on est allé faire une visite à Londres, et on a été voir une fille qui était dans l'année supérieure, qui cherchait des stagiaires pour le compte de son maître de stage. Et on était, je crois, 2 candidats à cette époque-là, pour aller à Londres, et il a pris les 2 personnes. Donc à l'époque, je crois qu'il y avait moins de 10% d'étudiants qui partaient. C'était vraiment, c'était ridicule, quoi. Je crois que sur toute l'année, je pense pas qu'on était 10 à être partis. C'était pas vraiment énorme. Donc on a fait, donc j'ai fait la deuxième année comme tout le monde, qui était un petit peu plus dur quand même que les 2 autres, parce qu'il y avait plus de matières différentes. Et puis s'est posé le problème du financement du stage de troisième. Et là, bon, c'est toujours l'anecdote qui fait un peu rigoler. Je vais vous expliquer comment je m'en suis tiré. Parce que quand j'ai accepté de faire le stage, au départ, ça devait être du 15 septembre au 15 novembre. Et on m'a dit, ben voilà, si tu remplis un dossier, tu pourras avoir une bourse européenne. Ce qui m'arrangeait, parce que je n'avais pas de sous. Donc, j'ai rempli le dossier en question. Et alors, la bureaucratie faisant son œuvre, la première question qu'on vous demande, c'est: pouvez-vous nous donner le détail, le sommaire de votre travail de fin d'études? C'est assez marrant, quoi. 1 an avant de partir, il fallait déjà que je fasse la conclusion, parce que je n'avais pas encore vécu, enfin, ça me dépassait un peu. Donc j'ai inventé un truc. Puis on nous demande un plan financier. Alors, il faut savoir, pour avoir la bourse, il fallait partir minimum 3 mois. Le stage ici, c'est 2 mois. Donc je suis parti en fait début août et je suis revenu fin novembre pour pouvoir avoir la bourse. Donc j'ai fait un plan financier dans lequel j'ai indiqué, ben voilà, pour le logement, il me faut autant. J'avais fait une estimation. Pour les transports, autant. Pour la nourriture, autant, etc. J'avais ficelé un truc plutôt sympa, qui, comme par hasard, arrivait à vraiment la limite de ce que l'Europe pouvait donner par étudiant. C'était bien, mais enfin, voilà, je partais quand même 3 mois, donc il ne fallait pas sous-estimer. Et puis, est arrivé le moment du stage, je suis parti, j'avais l'équivalent de 125 € sur mon compte. Et je devais trouver un logement pour 3 mois. Donc c'était pas évident. J'ai débarqué, j'ai trouvé un petit hôtel où j'ai rencontré un Gallois un peu bizarre, mais sympa, qui ne me parlait pas. Au début, c'était un peu bizarre, mais voilà. Et puis, ce Gallois m'a permis de trouver une petite chambre là, dans un face. Quand je dis une chambre, c'est une pièce. Il n'y avait pas de frigo, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Il y avait une pièce. Donc il m'a permis de trouver ce truc-là pas cher. Et entre-temps, je devais recevoir l'argent des communautés européennes. Donc j'ai reçu, en fait, on recevait 80% au début, et puis le reste dans le dernier mois où on était sur place. Seulement très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait une faille dans mon plan financier, c'est qu'il n'y avait pas de poste GADAI. Et ça, c'est embêtant parce que quand vous êtes à l'étranger et que vous faites des connaissances, que vous rencontrez des gens, que vous visitez une ville, etc., à un moment donné, on a soif, on a faim, et puis il y a des gens qui vous invitent, il faut leur rendre l'appareil. Mais les communautés européennes n'ont pas prévu ça. Tout ce qui est
socialisation ne fait pas partie des projets d'échange, curieusement. Donc j'ai mis au point un système de comptabilité parallèle. C'était pas compliqué, en fait j'allais dans un magasin, ne me dites pas que je vous l'ai dit, parce que donc j'allais dans un magasin, et puis je rachetais par exemple pour une livre. Donc une livre à l'époque c'était 44 francs belges, c'était 1 euro, 1,10 euro. Je mangeais pour 1,10 € par jour, et moyen de trouver des repas pour 1,10 €. Et puis à la sortie des magasins, je ramassais les tickets de caisse, parce que les Anglais sont un peu plus grands comme ça, ils sortent et puis ils jettent les tickets de caisse par terre. Donc je les ramenais dans un sac. Et le soir, je sélectionnais le ticket où il y avait, par exemple, un steak, une bouteille de coca, une salade ou 2 tomates. Et ça faisait, par exemple, 3,50 livres. Donc, dans ma comptabilité, je mettais nourriture 3,50 livres. Et puis je prenais 2,50 livres, je mettais dans un petit bac. Et c'était pour ganailler, vu que j'avais dépensé en fait qu'1 euro. Donc, à la fin de la semaine, je passais pour faire la fête, hein, c'était sympa. Donc j'ai fait mon stage en fait, au chemin de fer britannique internationaux, dans une gare à Londres, et le maître de stage était un directeur marketing. Donc c'était pas... Je veux dire, c'était pas vraiment notre branche, mais bon, le principal c'est d'apprendre l'anglais et de pouvoir travailler sur un produit international. Et comme les chemins de fer internationaux, par essence, communiquent avec les autres pays, etc., c'était pas trop mal, quoi. Donc pendant ce stage, j'ai fait 3 tâches importantes. Et vous allez voir que tout ce qui ne fonctionne pas peut devenir une opportunité, en fait. Donc, j'ai fait 3 tâches importantes. La première, c'était, on a fait toute la campagne publicitaire d'un produit qui s'appelait Interrail. Donc Interrail, je ne sais pas si ça existe toujours maintenant, vous achetez un ticket de train qui s'appelle zone A, zone B, zone C, zone D, etc. Et selon la zone, ça vous donne accès à des pays. Vous payez, je ne sais pas moi, 500 € et ça vous donne accès aux trains du réseau allemand, néerlandais, français, belge, italien par exemple. Et puis alors il y avait des autres formules, 200 € ça donnait l'Espagne et le Portugal. Voilà. On a travaillé donc sur une campagne publicitaire là-dessus. Donc ça c'était chouette pour faire un travail de TF. Puis alors j'ai fait un deuxième truc, et ça c'était particulièrement chiant et casse-pied, c'était une étude financière. Donc en fait, c'était un peu compliqué, il fallait calculer des prix de trajet qui étaient inclus dans des tours avec des hôtels et faire des études de marge bénéficiaire de façon à pouvoir modifier les prix par zone. C'était très embêtant comme travail, c'était un travail de longue haleine et c'était vraiment casse-pied. Et alors la troisième tâche que j'ai pu faire, et ça c'était vraiment mon premier succès professionnel, alors que je ne le savais pas, on m'a demandé de faire un truc qui paraissait vraiment sympa au départ, mais qui en fait était très très important pour l'entreprise, et je n'avais pas compris tout de suite. On m'a envoyé 4 jours dans un hôtel, voir s'il était bien. Donc ça c'était plutôt sympa, j'ai pris le train, gratuitement évidemment. On m'a envoyé dans un hôtel super grand luxe, et on m'a demandé de manger, boire, et de passer 4 jours pour voir s'il était bien. Je l'ai fait, il était vraiment bien, ça c'était chouette. Et en fait, on organisait une conférence internationale avec tous les chemins de fer d'Europe. Et l'idée, c'était, ils voulaient être sûrs que les continentaux se sentiraient bien sur place pour essayer de les mettre dans les meilleures conditions avant une négociation. Donc avec mon maître de stage, on a fait des PowerPoint, on a fait des présentations, on a fait une liste d'objectifs à atteindre, qui était, enfin voilà, c'était des intérêts des Anglais par rapport aux Français, aux Belges, des intérêts des Anglais par rapport aux Scandinaves, etc. Donc on essayait de développer des chiffres, des arguments pour prendre des décisions du style cette année, pas d'augmentation du prix, ou cette année, fusion de ces 2 produits-là, etc. C'était 7 ou 8 objectifs. Et donc, j'ai fait mon petit rapport sur l'hôtel. On pourrait dire que ça ne fait pas partie de ce qu'on peut faire à Sainte-Marie, tester un hôtel, boire du vin, manger, enfin, voilà. Mais si, c'est possible. Et quelques semaines après, on est donc parti pour cette conférence avec les autres chemins de fer européens. Et ça s'est extrêmement bien passé. En fait, c'était 7 ou 8 objectifs, et nos 8 objectifs ont été remplis. On avait 8 objectifs, et on avait dit qu'on serait content si on en avait 3. Si on avait réussi 3. On les a tous réussis. Donc, on nous a attribué à mon maître de stage et moi, la victoire pour la société, etc. Et j'étais très, très gêné au départ, mais j'étais quand même très fier parce que c'était vraiment très difficile à faire. Et quand on est là, on est stressé, on est étudiant, je travaillais tous les jours jusqu'à minuit pour que ce soit parfait, etc. Donc,
Il y avait vraiment un gros stress là derrière. Et alors, quand je suis revenu ici à Sainte-Marie, j'ai dit, ben voilà, mon sujet de stage, ce sera la réussite d'une conférence en Angleterre. Eh ben non, j'ai pas pu, parce que le sujet a été refusé. Ça n'avait rien à voir avec le commerce extérieur, de tester un hôtel, de faire une conférence internationale, de négocier des prix, etc. Non, ça n'a rien à voir avec le commerce extérieur. Donc on m'a dit, tu changes. Donc puisque on m'a demandé de changer, ben, ça c'est un peu ma mentalité, et ça m'a servi dans toute ma vie professionnelle. Je fais toujours ce que les autres ne veulent pas faire. Ou quand on me contrarie, je pousse toujours dans le sens qui va contrarier encore plus les autres. Donc j'ai pris l'étude financière. Parce que je m'étais dit, ça c'est compliqué, ils vont rien comprendre. Et en effet, ils n'auraient rien compris, j'ai eu 91%. Donc s'ils avaient compris, peut-être qu'ils auraient été plus durs avec moi. Mais voilà, j'ai choisi un sujet qui était c'était vraiment très complexe à développer, et surtout à expliquer. Parce que c'est pas parce qu'on comprend soi-même qu'on sait l'expliquer aux autres. C'est l'art du professeur que je ne serai jamais. Et ce stage, on pourra peut-être en parler, en dire un mot après de façon séparée, mais c'est vraiment un moment très très important de votre vie, parce que vous allez apprendre à tourner des échecs en opportunités pour l'avenir. C'est-à-dire que la plupart d'entre vous, si vous allez dans une entreprise et vous êtes mal accueilli, où on vous donne un sujet, où on vous donne des tâches stupides, je ne veux pas vous faire peur, mais c'est la vraie vie. C'est comme ça. Donc il faut le tourner, il faut arriver à le tourner de façon à ce que c'est un avantage pour vous. Je donne un exemple. Si vous allez dans une société où on vous fait miroiter, ah, vous allez faire une étude de quelque chose, ça va être sympa, et puis sur place vous faites des copies, vous faites des trucs, etc. Il ne faut pas avoir peur de dire, voilà, je devais faire ceci, ceci, cela, et ça ne s'est pas réalisé pour telle raison, et je pense qu'il faut changer comme ceci, comme cela. C'est votre rapport personnel qui peut tourner une situation chaotique comme une situation très très bénéfique. Il faut vraiment avoir confiance en vous. Vous devez rechercher dans vos ressources, essayer de changer de point de vue. Quand on vous met un problème sous les yeux et ça vous semble stupide ou vous êtes dépassé ou quoi, au lieu de vous mettre ici, mettez-vous sur le côté, mettez-vous à la lumière, je sais pas. Vous changez de point de vue, essayez de voir le problème d'une autre façon et essayez de surprendre l'interlocuteur, essayez de trouver une façon de voir les choses auxquelles les gens qui attendent de vous un conformisme énorme ne s'attendent pas, quoi. Donc voilà, j'ai fait ce truc-là, finalement ça a un peu surpris parce qu'on ne s'attendait pas à avoir tant de chiffres, tant de tableaux, etc. Mais ça a marché, et j'ai bien réussi cet objectif qui était d'avoir des points pour le TFE. Voilà, je choisis bien mes mots, parce que quand on est à votre place, les objectifs sont toujours à court terme. On veut réussir le cours d'économie, on veut réussir, je sais pas moi, le cours de maths financière, on veut réussir l'examen, puis on veut le diplôme, et puis on a le diplôme, on veut gagner le premier week-end, et puis après, voilà, il y a les vacances, et puis on ne sait pas trop ce qu'on va faire dans la vie, sauf pour certains qui, soit peuvent entrer dans une entreprise familiale, ou ont eu un projet qui a commencé avant, ou ont l'opportunité de commencer dans l'entreprise où on a fait leur stage, mais la plupart d'entre vous, quand vous aurez votre diplôme en main, vous ne saurez pas trop quoi faire. Et donc, au-delà de ces aventures, on s'amène le 30 juin, vous saurez de ma vie, c'est un vendredi, on proclame les résultats, et donc à 10h30 du matin, je connaissais mes résultats, à 13h, j'avais une interview pour travailler dans une boîte, 3 juin. Donc je suis allé directement, comme tout bon étudiant qui se respecte, quand on offre quelque chose, il ne faut jamais le refuser, c'est ce qu'on nous apprend, hein. Il faut trouver un job, il faut écrire, il faut se vendre et tout. Je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est bien de mettre au jour vos meilleurs côtés, c'est normal, mais il ne faut pas vouloir se vendre parce qu'après on a des très mauvaises surprises. Et je suis bien placé pour le savoir, je peux vous donner 2-3 anecdotes des gens qui travaillent pour moi, mais en tout cas il y en a un dont je vais vous parler. C'est très très important de prendre beaucoup de recul et de vous mettre bien au-delà de où la société veut vous mettre. Vous avez quelque chose à apporter à la société, vous n'êtes pas juste des gens qui sont là pour mendier un job, pour juste gagner sa vie, payer son loyer, etc. Voilà, moi c'est une idée du monde qui me dépasse un peu, mais je crois qu'il y a autre chose à apporter dans la société. Donc, un tout bon étudiant qui se respecte, j'ai passé une interview à 13h, et au terme de l'interview, le gars il me dit tu commences lundi. Ça va, c'est cool, ça. Tout le monde qui pense aller dans le carré, et moi j'ai déjà un job. Donc,
J'étais très content, j'ai bien fait la fête tout le week-end, j'ai pas eu mal à la tête le lundi, j'ai bien faire attention quand même. Et puis, en fait, le job, ça consistait à vendre des pubs par téléphone. Donc il y a des mecs, il y a une société d'édition qui fait un magazine pour une école. Donc le projet, c'est quoi? Ils vont voir une école, ils disent, ben voilà, la loi dit que vous ne payez pas de taxes, etc. Si vous avez un rédactionnel de haut temps qui couvre la superficie de votre journal, ben nous, on vous fait votre journal gratuit, vous nous permettez de vendre la pub pour financer. Alors les écoles sont très contentes parce qu'ils ont un toute boîte qui est distribuée gratuitement partout, et il y a les pubs des commerçants dessus. Les commerçants payent pour être dans ce magazine, et à la fin, tout le monde est content. Le commerçant a sa petite pub, l'école reçoit de l'argent, le gars qui édite, il a gagné sa vie aussi, l'imprimeur aussi, enfin ouais. Donc je travaille là-dedans, mais je me suis dit, encore une fois, après quelques moments, je me suis rendu compte qu'en fait mes chiffres étaient très bas. Donc il fallait atteindre un certain objectif. C'était vendre 300 ou 350 € par jour, quoi, par téléphone, hein. Donc pas de contact physique avec les gens, etc. Tout est vendu par téléphone, tout est conclu par téléphone. Donc j'ai fait ça à un moment, et mes chiffres étaient toujours un petit peu au-dessus de ce que le contrat prévoyait. Tandis que les autres, ils vendaient 2-3 fois par jour ce qu'on était autorisé, ce qu'on devait vendre au minimum, et donc ils avaient des fortes commissions, moi pas. Et en fait, c'est parce que je suis un gars assez rentier, et il y a des produits que je devais vendre, enfin des magazines que je devais vendre, et j'y croyais vraiment pas, je ne mets pas. Et quand on est arrivé au terme de la période d'essai, une semaine avant exactement, je suis allé voir le directeur de la société, j'ai dit écoutez, voilà, vous voyez que mes chiffres sont pas très bons. Oh mais c'est pas grave, qui dit, c'est pas grave parce qu'on n'a aucune plainte, tous les gens qui commandent chez toi payent, donc ça veut dire que le travail est bien fait. Je dis oui, mais moi j'ai pas les commissions derrière d'abord, et deuxièmement je m'emmerde, j'en ai marre d'être ici. Et puis le gars il dit mais quoi, qu'est-ce que tu veux? Je dis ben c'est pas compliqué, ou bien je reste, la période d'essai est terminée, et puis je ne vends plus et vous me payez un préavis de 3 mois. Ou bien on se met d'accord tous les deux, vous me virez maintenant, je garde mes droits au chômage, je garde mes droits et je pars. Et il dit ouais ok, c'est un bon deal. Le type m'a donné mon papier pour que je parte, c'est ce que je voulais. Et alors, bien que j'ai besoin d'argent, pendant 4 mois, je n'ai pas travaillé. Donc en fait, quand je suis sorti de là, je me suis dit, c'est incroyable quoi. 6 ans de primaire, 6 ans de secondaire, 3 ans à Sainte-Marie, 2 ans à HEC, pour en arriver où? Faire un job où je m'emmerde 8 heures par jour. Et là, j'ai eu un déclic et j'ai dit non, ça ne va pas, c'est pas possible. Donc il y a 2 solutions. Ou bien retourner aux études. Mais bon, quand on a fait déjà ce parcours-là, on n'a pas envie de se retaper 3, 4, 5, 6 ans d'études. Donc voilà, c'était pas mon truc, de toute façon j'avais besoin de sous, donc je ne pouvais pas le faire. Ou bien alors se poser, de se dire, voilà, quel est mon objectif, qu'est-ce que je veux faire, vraiment se resituer par rapport à la vie, par rapport à la société, par rapport à sa place dans le monde, quoi, finalement. Et donc, pendant 4 mois, je me suis posé beaucoup de questions et j'ai pas envoyé de CV. Je me suis vraiment pas... je suis resté dans mon coin, comme ça, je me suis un peu baladé, enfin, j'ai pas fait des voyages, hein, je me suis baladé dans Liège. Et alors, c'était vraiment les questions les plus simples n'avaient plus de réponse. Bosser pour faire quoi? Pour faire de l'argent? Pour bien s'amuser? Enfin, et donc, un jour, je me suis dit, bon, je vais tenter ma chance à l'étranger. Donc je suis allé dans un bureau qui s'appelait EURES, qui existe toujours, et qui s'occupe de placer des gens ou de mettre en relation des demandeurs d'emploi avec des entreprises en Europe. Donc j'ai rempli toutes sortes de documents, etc. là-bas. Et puis quand j'ai rentré les documents, il y a une dame qui me dit, ben voilà, vos documents vont partir aujourd'hui, vous allez recevoir bientôt des offres d'emploi, est-ce que ça vous intéresse de travailler à l'aéroport? À l'époque, il faut savoir, l'aéroport à Liège n'existait pas. C'était une piste avec juste quelques avions militaires, il n'y avait rien. Et moi, je lui dis, écoutez, moi, travailler à Bruxelles, je ne suis pas allergique, quoi. Moi, le flamand, tout ça, non, je n'ai pas envie. Ah non, il y a un aéroport ici à Liège. Je dis, bon, je n'étais pas au courant. Donc, on dit, oui, voilà, il y a une société qui va commencer, c'est la première société. Ils vont engager 25 personnes, donc des ouvriers et des employés, et vous devez remplir ces documents-là. Si vous êtes sélectionné, il y a 12 tests psychotechniques. Et puis il y a 3 interviews, et puis après, peut-être vous pouvez commencer. Je pense quand même, je ne sais pas ce qu'ils cherchaient, quoi, des Rambo, quoi. Faire passer 12 tests psychotechniques, 3 interviews pour engager 25 mecs, quoi, dont des ouvriers, c'était quand même hard. Je dis, ben ça va, ok, donnez-moi les papiers. Donc je remplis les papiers. Et le jour où j'ai reçu une lettre d'une entreprise irlandaise qui voulait me rencontrer, donc ils voulaient me rencontrer à Dublin,
j'ai reçu un avis du forum qui disait, voilà, vous êtes sélectionné pour passer les tests. Je suis arrivé là, dans une salle où il y avait pas mal de monde quand même, ça s'est passé sur plusieurs semaines. Moi c'était fait en 2-3 jours, mais eux, ils ont passé les tests pendant plusieurs semaines. Les 6000 candidats, mais de tout, hein, des ingénieurs, des pilotes, Madame Pipi, des ouvriers non qualifiés, des ouvriers qualifiés, il y avait de tout, même des infirmières, des médecins, il y avait de tout. Et donc, j'ai passé les tests psychotechniques, que j'ai réussi, puis j'ai eu des interviews, j'ai dû me battre avec un psychologue qui trouvait que je pouvais faire autre chose. J'ai dit, écoutez, moi, au boulot, je sais bien que je peux faire autre chose, mais je ne le vois pas, quoi. Ça se trouve pas comme ça. Et on me dit, ben voilà, c'est pour travailler dans une société, une compagnie aérienne israélienne qui va s'installer à Liège. Et qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on ne sait pas trop, il y a des employés, des ouvriers, vous serez dans les employés, il faut mettre des documents dans un ordinateur, et voilà, ok. Donc, j'ai passé la dernière interview avec les Israéliens qui m'ont engagé, j'étais un des plus jeunes là-bas. Et les 6 premiers mois, j'ai juste fait ce qu'on m'a demandé. Donc, encoder des documents des ordinateurs, les chauffeurs arrivaient, on vous donnait des papiers, il fallait les encoder, et puis il y avait des documents de douane, documents de transport, enfin voilà. C'est des trucs qu'on apprend sur le tas, c'est pas à Sainte-Marie qu'on apprend la douane, c'est pas à Sainte-Marie qu'on apprend c'est quoi le transport, etc. Ça vous donne un petit aperçu de ce qui est vraiment chiant dans ces domaines-là. Mais voilà, il y a des choses, c'est beaucoup plus vaste, et c'est des choses qu'on apprend vraiment sur le tas. Et donc, voilà, on commence à bosser. Alors, tout le monde voit souvent les Israéliens comme une nation militaire très structurée. Il n'en est rien, en fait. C'est des gens extrêmement bordéliques. Donc, les premiers jours, on nous a amené des camions avec les ordinateurs, les câbles, les claviers, les trucs. On nous a dit, bah voilà, vous les nettoyez, vous les mettez en place. Donc, on a fait tout le bureau, les nouveaux employés, on a fait les bureaux nous-mêmes, on a mis tout en place, toutes les procédures, toutes les procédures d'acceptation, etc., du cargo, alors que la plupart d'entre nous n'avaient aucune expérience, et certainement pas dans le milieu aéroportuaire. Puis pendant 6 mois, donc j'ai fait ces trucs-là, etc. Et j'ai remarqué tout de suite qu'il y a des postes qui étaient occupés par les Allemands. Parce que la société avait délocalisé de Cologne sur Liège, donc il y a des Allemands qui avaient gardé certains privilèges comme ça, qui avaient suivi le truc. Et il y a un boulot que personne ne voulait faire. Alors ce boulot-là, en fait, il fallait être présent à tous les avions. Au début, c'était cool, quoi. Il y avait un avion le vendredi soir. Tous les vendredis soirs, il y avait un avion. Et donc l'avion venait avec des fruits et des légumes, et les mecs, ils devaient faire un travail préparatoire, de documents, etc., d'organisation. Puis ils allaient dans l'entrepôt, ils disaient aux ouvriers ce qu'ils devaient faire pour trier les marchandises, les mettre dans des camions. Il fallait aller très vite. Et honnêtement, de l'extérieur, ça paraissait vraiment, vraiment complexe. Parce qu'ils avaient des documents avec des chiffres partout, ils mettaient des fluos, certains chiffres, pas d'autres. Enfin voilà, de l'extérieur, on ne voyait pas très bien à quoi ça servait. Et on a demandé à 4 de mes collègues successivement de faire ce boulot-là. Celui qui l'a fait le plus longtemps l'a fait 3 jours. Ils étaient dégoûtés, et puis les Allemands aussi voulaient protéger leur salaire et leurs privilèges, donc ils donnaient des mauvaises informations, ils ne coopéraient pas. Et ça aussi, c'est la vraie vie. Vous verrez que des fois, vous serez dans des milieux hostiles. Ouais, il y a 2 façons de réagir, même 3. La première, c'est s'asseoir et pleurer. La deuxième, c'est frapper. Et la troisième, c'est la plus maligne, c'est apprendre. Apprendre et s'engouffrer dans... Toujours donner aux gens ce qu'ils veulent. Et donc, j'ai eu les 4 collègues là, qui ont dit non, moi je fais pas ça, c'est un truc de fou, tu t'imagines, l'avion vient à 10h, il faut être là à 8h, et puis on a fini à 6h du matin, et le suivant il vient à 11h du matin, moi je fais pas ça. Bon, moi j'avais pas de famille, j'avais pas de crédit, j'avais pas vraiment d'attache, donc c'était pile poil taillé pour moi. Et comme j'étais quelqu'un qui parlait très très bien anglais, par mon passage dans mon stage à l'étranger, les Israéliens sont tournés vers moi, ils ont dit, bon écoute, voilà, toi t'as pas d'expérience, mais est-ce que tu veux bien essayer un mois? Et je dis, ouais, je veux bien faire, dans une condition. Ah, laquelle? Après un mois, on discute le salaire. Ouais, bien sûr, pas de souci. Toujours comme ça. Il y a des employeurs, ils sont comme ça, ils disent toujours pas de souci, mais quand vient le terme, il y a un souci. Et donc, je l'ai fait pendant un mois. C'était très très dur, parce que d'abord les horaires étaient des trucs de fou, et les Allemands étaient insupportables. En plus, je comprenais l'allemand, donc ils disaient des trucs entre eux pas très sympas sur les Belges. Donc c'était vraiment... même psychologiquement, c'est pas facile à faire face. Il faut se mettre en tête que j'avais 24 ans à ce moment-là, 23-24 ans, et la plupart des gens là-bas étaient plus âgés que moi, donc c'est très dur de trouver sa place. Et puis finalement, j'ai commencé... j'ai trouvé un truc en fait. Chaque fois qu'ils avaient fini leur pause, enfin qu'ils avaient fini le job, j'ai remarqué que les mecs, ils prenaient les documents qu'ils avaient rédigés,
et il les foutait à la poubelle. Donc moi, ce que je faisais quand ils partaient, j'attendais qu'ils partent, puis je vidais les poubelles. Je ramenais tout chez moi, je regardais, j'essayais de suivre, de trouver la logique de ce qu'ils faisaient. Une forme d'espionnage, quoi. Et puis au fil du temps, comme ça, j'ai réussi à comprendre comment ça fonctionnait. Et une fois, un Allemand était malade, j'étais là tout seul et j'ai réussi à le faire. Ça a duré un peu plus longtemps, mais ça s'est fait sans trop de mal. Et on m'a demandé de continuer à faire ce job-là. Je dis oui, mais n'oublie pas, dans une semaine, on doit négocier le salaire. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc la semaine est passée, et à peu près 1 heure avant que l'avion arrive, je vais dans le bureau du directeur et je lui dis, ben voilà, on a dit qu'on rediscutait. Oui, on verra ça le mois prochain. Non. Le mois prochain, il est déjà écoulé, donc c'est maintenant. Je veux. Ah, écoute, on a décidé que tu mérites quelque chose. On va te donner $50 par mois. Ok. Ben, je me suis levé, je lui ai serré la main, elle a dit d'accord. J'ai dit non, tu me rappelles quand t'es sérieux, moi je rentre chez moi. Hop, j'ai pris mes clés, mes cacs, je suis parti, l'avion est resté bloqué 8 € seul. Donc ça a coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et il était furieux, je vais te virer, machin. Ben ça, j'ai dit écoute, tu me vires si tu veux. Maintenant, tu sais que ici je suis le seul qui est capable de faire ça. Ou bien tu discutes correctement, ou bien tu trouves quelqu'un d'autre. Finalement, il y a des gens en Israël qui étaient très contents de mon évolution, etc. Ils sont venus vers lui, ils lui ont dit écoute, fais un effort. Enfin, je vous parle de ça, ça a duré 2 mois. Et puis finalement, tout ce que je voulais, moi, c'était la même chose que mes collègues. Les collègues qui avaient une équipe d'ouvriers, ils avaient un certain salaire. Je peux vous dire, ils gagnaient à peu près 2 000 € net. C'est pour faire 21 jours d'affilée, les nuits, les week-ends, etc. C'est pas si énorme que ça. Et en tant qu'employé, moi, j'avais 1 100 € net. Ça faisait quand même une grosse différence. Donc, tout ce que je voulais, c'est la même chose que les autres, pour travailler plus même que les autres, parce qu'eux n'étaient pas là à tous les avions. Donc, j'ai fait ça pendant quasi 4 ans. Donc, ça consistait, pendant 6 mois, vous avez un avion le lundi soir, donc il faut être là vers 8-9 h le soir, vous rentrez vers 6 h du matin, puis il y avait le mardi à midi, donc il fallait être là à 10 h du matin, en étant rentré à 6 h. Puis il y avait le mardi soir, puis le mercredi matin, puis jeudi soir, vendredi soir, samedi matin, dimanche soir. Et c'était comme ça pendant 6 mois. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire que 2 enseignements. La première chose, c'est ne pas essayer de s'engouffrer là où tout le monde va. Toujours essayer de regarder, je vous ai dit, le problème sous un autre angle, et essayer peut-être d'aller dans les niches, là où les autres ont plus du mal à s'adapter. Et le deuxième enseignement, c'est qu'il faut bosser, toujours bosser. Il n'y a rien qui se fait, rien qui tombe du ciel. Tout ce que vous réussirez, c'est par votre travail, par votre ruse, votre intelligence, ou même votre personnalité simplement. Mais ça doit toujours être lié au travail. Ça ne vient pas tout seul. Donc voilà. Donc j'ai continué à faire ça. Puis il y a d'autres sociétés qui ont voulu me débaucher. On m'a offert des salaires indécents pour la place que je voulais. Et moi j'ai appris quelque chose dans la vie, ce que je vous ai dit maintenant, rien n'est facile. Donc si quelqu'un vous dit, alors que vous savez que le prix du marché c'est 2 000 €, si on vous dit je te donne 4 000 pour faire ça, un petit conseil, soyez méfiants. Parce que généralement, ça veut dire qu'on attend de vous de travailler 16 heures par jour et pas 8. Ça, on ne vous le dit pas. Et moi, j'ai eu peur de ces sociétés-là, surtout qu'il y avait 2 sociétés étrangères et les 2 autres, c'est des flamandes. Donc je sais que la mentalité n'est pas la même qu'ici. Et moi, je m'en foutais de travailler, mais je n'aime pas d'être exploité. Je n'aime pas être tenu par un contrat ou une contrainte. Je ne veux pas être esclave de ce que je fais. Donc j'ai refusé plusieurs fois. Et dans les 4 sociétés qui ont voulu débaucher, il y en a une qui avait un projet qui était quand même intéressant. J'ai refusé plusieurs fois de le faire. Et puis un jour, j'ai eu des mots avec la direction, puisque j'avais des ouvriers qui étaient malades. Il faut savoir, j'avais quand même 10 ouvriers et 3 employés sous ma responsabilité avec 4 ans. C'était pas... Enfin voilà, c'est pas évident. On sort de Sainte-Marie, on se demande ce qu'on va foutre de sa vie, et puis on se retrouve à expliquer à 13 personnes ce qu'ils doivent faire. Alors que soi-même, on n'a pas beaucoup d'expérience. J'ai appris sur le tas aussi. Donc, un jour, un de mes ouvriers a été blessé, et c'était clairement la faute d'une machine qui n'était pas entretenue, et le gars qui entretenait la machine, en fait, c'était un petit protégé de la direction. Et donc, en réunion, j'ai contredit un petit peu le directeur, il m'a dit « T'es pas content, casse-toi ». Je lui ai dit « Pas de problème, moi j'ai pris ma veste, je suis parti ». J'ai pris mon téléphone, j'ai téléphoné à une des sociétés qui avait un chouette projet, c'était DHL en Allemagne quand même, c'était pas... Et je téléphone là-bas à Cologne et je dis voilà, vous voulez toujours me voir? Il dit oui, quand peux-tu être là? Je dis 45 minutes. J'ai pris ma bagnole, j'ai à fond jusqu'à Cologne.
Et puis j'ai débarqué, je lui ai demandé de... C'était DHL Food Logistics, donc c'est eux qui font tous les périssables de DHL. Périssables, donc c'est tout ce qui est bouffe, animaux, enfin tout ça. Et ils ont quand même 17 filiales rien qu'en Allemagne, c'est quand même un gros truc. Et le gars, donc le directeur des 17 filiales, là, il me dit bah oui, écoute, voilà, le projet, on veut ouvrir un bureau à Liège parce que nos clients qui avaient le poisson qui allait à Cologne, ben, le poisson maintenant il va à Liège. Et toi, dans la société où tu es, c'est toi qui t'occupais de ça la nuit, donc on pense que ce serait bien que tu le fasses pour nous, machin, bazar, ouais, ok. Et pour le développement, vous avez de l'argent derrière, vous avez des budgets, oui, on va avoir un bon bureau, si ça se développe, on va engager des gens et tout. Je dis, ok, ça va, ça me semble bien. Et le type, il me fait, voilà, ça c'est le contrat. Et j'ai lu le contrat, et je dis, il y a un problème là. Et il me dit, quoi rémunération, là, c'est vide, il y a des petits points. Il dit, tu mets ce que tu veux, qui me dit. Je dis, pardon, tu mets ce que tu veux. Alors, j'étais dans ma poche, j'ai sorti ma fiche de paie, je lui ai dit, je veux la même chose. Et il dit, ah, mais tu peux aller plus haut, Je dis, non, je veux la même chose. Alors, j'ai signé le contrat, et puis je suis retourné à Liège, et j'ai été dire au patron, ben voilà, écoute, tu m'as manqué de respect, moi j'ai toujours fait ce qu'il fallait, il y a eu un blessé, tu ne veux pas m'écouter, tu m'as dit, t'es pas content, casse-toi, je vais signer un nouveau contrat, je vais gagner la même chose, et je pars demain. Le gars, demain, mais c'est pas possible, que je vais faire. Je suis désolé, je pars demain. Et il dit, ah non, tu as 1 an et demi, non, tu as, je sais plus, 3 mois ou 6 mois de préavis, je sais plus ce qu'il dit. Et je dis, bah écoute, c'est ça, demain, c'est moi qui m'occupe de décharger l'avion. Tu sais combien ça coûte un avion au sol? Reste chez toi, c'est tout. Donc il m'a dit de rester chez moi, on a rompu le contrat à l'amiable, et j'ai pris mes congés, etc. Et puis j'ai travaillé pour DHL Allemagne, à Liège. Donc on a ouvert un bureau, et là j'ai appris, après avoir appris tout ce qui était technique à l'aéroport, donc les chargements d'avion, les machines, l'apport, l'export, l'acceptation du cargo, l'expédition du cargo, la construction des palettes, enfin il y a des dizaines de métiers à l'aéroport. J'ai appris, grâce à DHL, tout ce qui était technique de dédouanement. Donc ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez avec M. Decas. C'est pas aussi rebutant. On travaille avec des gens un peu bizarres, mais bon, c'est comme ça. Mais voilà, donc j'ai appris tout ce qui était douane, etc., j'ai appris sur le tas. Et c'était quand même dur, parce que le poisson, il vient 6 fois par semaine. Donc c'est les 5 nuits de la semaine, plus le dimanche à midi. Donc moi, je devais être là à chaque avion, et le lendemain, je devais faire les documents le matin. Donc je rentrais vers 4-5 heures du matin à la maison, à 10 heures, je retournais au bureau, et généralement, j'avais du travail jusqu'à 4-5 heures l'après-midi, puis j'allais dormir quelques heures, et puis je retournais chaque fois faire mon job, sauf le dimanche, où c'était que le matin. Enfin, à midi, quoi. Donc c'était quand même dur, et puis à un moment donné, on a commencé à avoir beaucoup plus de clients, ça s'est développé, et j'ai demandé pour qu'on engage quelqu'un qui puisse, comme moi, travailler le jour quand je travaille la nuit, ou travailler la nuit quand je travaille le jour. Seulement, manque de bol pour moi, il y a eu, au bout d'un moment, il y a eu un problème administratif parce que mon salaire était payé depuis l'Allemagne et c'était plus possible. Dans le groupe, il fallait que mon salaire soit payé d'une entité en Belgique. Et la seule entité qui était capable de faire ça, c'était une entité à Anvers, qui était dirigée par des Flamands et des Hollandais. Et eux, ils trouvaient que je gagnais trop ma vie pour un Wallon, que j'étais le seul qui ne parlait pas néerlandais aux réunions. Enfin voilà, ils m'ont un peu pourri la vie. Donc pour me récompenser d'avoir développé le bureau, ils m'ont envoyé une fille qui travaillait à 4/5e temps uniquement de 9h à 17h et elle habitait Fouron. Donc elle était super contente d'être là, d'être avec des francophones. Et elle m'a fait un peu... Bon voilà, elle était sympa la fille, mais bon, elle m'a rien apporté. Quoi. Je vais quand même travailler le jour et je vais quand même travailler la nuit. Quand quelque chose tombe en panne, par exemple une imprimante qui tombe en panne, ça a pris 3 mois pour la remplacer. Donc une machine à écrire toute la journée, comme si j'avais pas assez de boulot. Donc ils m'ont un peu mis des bâtons dans les roues. Et puis j'en ai vraiment eu marre parce qu'ils n'ont pas tenu leurs promesses. Enfin, les Allemands tenaient leurs promesses, mais les Flamands ne le faisaient pas. Donc quand les Allemands débloquaient un budget, ben, ils faisaient de la rétention, la renverse, et l'argent n'arrivait jamais à Liège, on ne pouvait pas développer. Et puis alors, pendant ce temps-là, on essayait de trouver des solutions. Et alors, il y a 2 Luxembourgeois et un Liégeois sont venus me voir, ils ont dit, écoute, voilà, on sait ce que tu fais à l'aéroport, on pense que tu pourrais faire ta boîte toi-même. Moi, depuis que j'ai 18 ans, on m'a dit qu'il fallait voter socialiste ou bien on allait en enfer. Donc un indépendant, c'est quelque chose de mortel pour le pays. Non, j'étais indépendant, mais tu es fou, je ne fais pas ça.
Voilà. Donc j'ai refusé la première fois, j'ai refusé la deuxième fois, et la troisième, je me sentais un peu dos au mur, parce que je voyais vraiment que, même physiquement, je ne tenais plus, parce que je travaillais vraiment beaucoup trop. Et j'ai dit, ok, c'est quoi votre plan? Donc on est allé au restaurant, ils m'ont expliqué, voilà, on a des clients, on va faire ceci, faire ça. J'ai dit, écoute, deux conditions, je ne veux plus faire de périssable et plus de douane. Non, on ne fait pas ça, nous on a des trucs avec du fret aérien, des trucs tout classiques, ok. Avant le dessert, j'ai quitté ma place, j'ai envoyé un fax pour démissionner, puis je suis revenu. Je dis voilà, j'ai démissionné. Ah oui, mais attends, on n'a pas de numéro de TVA, on n'a pas fait de société, on n'a rien. Ah, ça c'était un peu gênant. Donc, dès le jour même, je suis allé au tribunal de commerce, j'ai été prendre mes renseignements comment on inscrivait une société, je ne savais pas. Si, j'avais vu ici, dans les cours, mais dans la réalité, il faut frapper à une porte au moment. Il n'y a pas d'écriteau, création de société. Quoique maintenant, c'est beaucoup plus simple. Si vous voulez créer une société, maintenant, c'est super bien fait, ça va très vite. Mais à cette époque-là, c'était pas comme ça. Il fallait aller au tribunal de commerce, il fallait voir un comptable, il fallait faire un plan financier. Enfin voilà, on ne maîtrisait pas tout ce qui était les techniques informatiques comme maintenant, donc c'est un petit peu dur. Donc j'ai tout fait moi-même, encore une fois. Et mes nouveaux associés ont été super cool avec moi. Pourquoi? Parce que quand on a créé la société, en fait, moi j'ai investi 1 €. J'avais une part dans la société. Par contre, là où ils n'ont pas été sympas, c'est quand on a commencé, ils n'avaient pas de clients. Donc je suis resté 4 mois sans rien gagner. On n'a pas eu un client, on n'a pas fait une facture, rien du tout. Et puis finalement, j'ai gagné un client de poisson, donc de DHL, puis un deuxième, puis un troisième. Et au troisième, le management néerlandais a dit bah écoutez, voilà, on a regardé les chiffres, il a pris 3 clients, le bénéfice a diminué, donc nous on ferme le bureau. Voilà, on ferme le bureau purement et simplement à Liège. Donc, les Flamands ont fermé le bureau à Liège, et là je crois que j'ai été assez malin pour une fois, et ça c'est peut-être une leçon que vous pouvez peut-être retenir. Au lieu de prendre mes armes et partir en guerre pour prendre tous les clients, je me suis posé et j'ai réfléchi, quelles sont les conséquences de mes actes? Je suis en guerre avec un grand groupe, je suis tout petit, ils vont m'écraser. Deuxièmement, si je grandis trop vite, j'y arriverai pas. Le but du jeu c'était de travailler moins, je travaille encore plus. Donc à un moment donné, ça ne va pas le faire. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma bagnole, j'étais à Cologne, et j'ai dit, écoutez, je vous ai pris quelques clients, moi je fais un deal avec vous. Au lieu que vous recréez quelque chose à quelqu'un d'autre, moi je vous propose qu'on fasse un contrat, on fixe les prix, on explique aux clients que maintenant c'est vous qui gérez leur dossier, je vous facture un prix fixe et vous facturez ce que vous voulez avec le client. Ah, ils ont dit, ah, ça c'est cool. Et voilà, maintenant ça fait 15 ans que je travaille pour eux, alors qu'on s'était quitté en plutôt mauvais termes. Ça fait 15 ans que je travaille pour eux et je dédouane tout le poisson d'Islande pour eux. Donc, pour vous donner une idée, c'est quand même entre 15 et 30 tonnes par nuit. Et en hiver, ça peut aller jusqu'à 2 fois 30 tonnes par jour. C'est énorme, c'est vraiment beaucoup. Et donc, là, j'avais l'opportunité de se dire, ben voilà, maintenant je les ai à ma merci, je vais les achever, ou bien alors faire amende honorable et dire, écoute, moi je suis trop petit. Et l'intérêt stratégique de ce que j'ai fait, c'est que quand vous faites des activités douanières, il vous faut des cautions bancaires. Mais comme moi, j'avais pas de sous, et que ma société était jeune, il n'y avait pas d'argent. Donc, ce que j'ai négocié avec les Allemands, c'est je fais vos dossiers à bas prix, mais vous me fournissez des garanties bancaires. Et toujours aujourd'hui, chaque année, ils me donnent 300 000 € de caution bancaire. Donc, des cautions, c'est des choses qui leur appartiennent. Ils ne m'ont pas donné 300 000 €. Voilà, je n'ai pas été à Las Vegas avec 300 000 €. Mais chaque année, ils mettent à disposition 300 000 € qui met la douane en confiance et qui me permet de suivre les activités. Alors, vous allez dire, ouais, ok, c'est bien, mais en quoi est-ce malin? Parce que, en fait, quand j'ai commencé, 95% de mon chiffre d'affaires, c'est eux qui le faisaient. Maintenant, ils sont descendus à 30%. Et c'est toujours leur garantie bancaire qui me permettent de développer les services même à leurs concurrents. Donc moi, je ne mets pas les garanties bancaires, et je peux offrir les services aux autres clients, et parmi eux, il y a leurs concurrents. Donc ça, c'est un truc que j'ai appris aussi, c'est essayer plutôt que de jouer au poker, essayer de jouer aux échecs comme ça, d'essayer de réfléchir 2 coups plus loin, et toujours envisager le pire et le meilleur, et puis de se faufiler comme ça, dans la réalité. Donc on a développé la société sur cette base-là. Il y a juste que je n'étais pas satisfait, et je ne le suis toujours pas, parce que au jour d'aujourd'hui, on fait quasi que de la douane, et que du périssable. Alors que j'avais dit que c'est ce que je ne voulais pas faire, mais voilà, j'ai pas eu trop le choix. Quoique maintenant, depuis 1 an ou 2, ça a changé, on a bien diversifié, mais pendant plus de 10 ans, on a fait que de la douane et que du périssable. Donc c'est le truc le plus agréable, le plus casse-pied à faire. Alors,
La société étant lancée grâce à ce petit contrat, on a eu, mon deuxième gros client, c'était mon autre employeur, l'employeur israélien. La compagnie israélienne nous a employés pendant un peu plus de 2 ans. Puis ils ont essayé de m'escroquer, mais comme je suis quelqu'un de prudent, c'est eux qui sont ramassés. Voilà, ils sont cartonnés avec un procès un peu hasardeux. Et puis, la société a grandi. Et donc, j'ai commencé tout seul en 2002, et même aujourd'hui, maintenant, on est 9. C'est pas mal. Pour une agence, c'est quand même beaucoup. En termes, pour le ministère des Finances, après TNT, on est la plus grosse agence en ce qui concerne les paiements à la douane. Ne vous emballez pas, on représente moins de 1/10% de l'activité. On est deuxième. Donc, c'est quand même pas si gigantesque que ça, mais on produit quand même 10 000 documents par an, ce qui pour une agence de douane, c'est quand même énorme. Donc, on a diversifié nos activités. La plupart, maintenant, ça a un peu changé. Avant, tout le monde devait avoir un diplôme de Sainte-Marie pour travailler chez nous. Maintenant, ça a un peu changé. On a quand même un peu ouvert nos horizons et on a quand même 2 personnes qui ne sont pas passées par ici. Et finalement, on était surpris, quoi. Ils savent lire et écrire. Mais voilà, l'équipe grandit et on espère encore fournir d'autres services à d'autres clients. Les enseignements qu'il faut tirer de ça, c'est que le fait que l'entreprise grandisse ou qu'on arrive à avoir des clients, qu'on arrive à facturer, n'est pas ça qui fait qu'on est épanoui ou qui amène, je veux dire, du bonheur ou de la stabilité dans la vie. C'est pas ça. Il n'y a pas de recette miracle. Je veux dire, chacun a sa place. Moi, quelqu'un qui me dit, moi, je veux rien faire de ma vie, qui va vivre dans un arbre et qui ne produit rien, moi, je respecte tant qu'il ne vient pas m'emmerder ou que je le nourrisse, je m'en fous. Le gars qui veut bosser pour avoir du fric parce que lui, son rêve, c'est d'avoir le plus gros compte en banque du monde, franchement, je trouve pas ça immoral, je m'en fous. Ça ne me rend pas envieux. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut toujours assumer ses choix et peser la conséquence de ses choix, c'est tout. Et si on arrive à les assumer, un choix n'est jamais mauvais. D'ailleurs, c'est toujours un peu bizarre quand on expose, par exemple, notre société. Si je vous dis qu'il y a 6 employés qui sont de Sainte-Marie, c'est 6 mecs qui étaient assis là à votre place, comme moi. C'est juste qu'ils sont sortis un petit peu après. Mais on a la même formation, on a le même diplôme, on a les mêmes trucs. Mais moi, je suis patron, pas eux. Pourquoi? Est-ce qu'eux ont raté quelque chose? Est-ce que j'ai réussi quelque chose? Non, c'est pas ça. C'est simplement lié d'abord à un parcours ou qu'on ne choisit pas. C'est souvent par réaction que par action qu'on réussit certaines choses. Les réussites ce qu'on appelle réussites, ou les succès ou les victoires que j'ai remportés découlent souvent du fait que j'ai dit non. Si j'avais dit oui aux premières offres d'emploi, je ne serais pas à l'aéroport aujourd'hui. Si j'avais dit oui à tout ce qu'on me proposait, je ne serais pas à l'aéroport aujourd'hui. Si j'avais dit oui à chaque fois qu'on me proposait de faire quelque chose, juste parce qu'il y a l'argent derrière, je n'en serais pas là aujourd'hui. Maintenant, peut-être si j'avais accepté d'autres choses, je serais à un autre niveau encore. Mais est-ce qu'on peut parler de niveau? Est-ce qu'on peut parler... Non, la vie est différente, la vie est autrement, c'est tout. Elle n'est pas mieux ou pire. Donc, finalement, j'ai ces 6 employés et qui sont la force de la société, parce que ce sont mes employés qui font tourner la boîte. Je ne vous cache pas, depuis 2 ans, je travaille beaucoup moins. Je suis passé de peut-être 80 heures de travail par semaine à 30. Voilà, je suis très content comme ça. C'est 30, c'est pas dans le stress que j'avais avant. Simplement, quand on gère une entreprise et qu'il commence à y avoir quelques employés, on fait un autre métier en fait. Moi, je fais plus de documents de douane. Je ne m'occupe plus d'aller regarder les vaches dans les avions, etc. Je m'occupe d'autres choses, c'est un peu plus emmerdant, je m'emmerde, je ne le cache pas. Mais j'ai plus de moments pour faire des choses que j'aime bien. J'ai plus de moments pour réfléchir à des projets à long terme. Au lieu de donner dans le guidon, j'ai quelques projets à long terme, et notamment 2 projets qui ont abouti après des fois plus d'1 an de négociation avec le client, plus d'1 an de préparation. C'est juste parce que j'avais le temps de faire un pas de côté, de changer de point de vue et d'essayer d'avoir une autre orientation, pas seulement dans ma vie, mais pour la société en tout cas, parce que la société, c'est une vie à part entière. Et donc, n'ayez pas peur, un moment dans votre vie, vous serez obligé d'être le nez dans le guidon, de foncer, et vous allez vous sentir dépassé, surtout si vous faites quelque chose qui vous passionne. Mais à un moment donné, il faut savoir dire stop, je fais un pas de côté, je regarde un petit peu ce qui se passe, et puis hop, j'y retourne. Mais il ne faut pas tout le temps, il ne faut pas devenir esclave de ce qu'on fait, sinon on va dans le mur. À un moment donné, on croit qu'on a toujours raison et on ne voit plus ses erreurs. Moi, aujourd'hui, j'apprends plein de trucs, parce que
j'ai cette faculté, quand c'est le chaos, de me mettre sur le côté, de me poser, et d'essayer de réfléchir, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que la plupart du temps, ce qui est dangereux, c'est quand on croit qu'on maîtrise tout. Quand on croit qu'on maîtrise tout, on ne voit pas d'où vient le danger, et puis là, on se casse la figure, quoi. Et ça peut faire très mal. Donc voilà. Donc, voilà, ça c'est mon parcours actuel. Il y a d'autres choses que j'ai fait dans la vie, et tout découle encore une fois de la personnalité. Le message que je vous transmets, ce n'est pas « il faut faire comme moi ». Le message que je vous transmets, c'est « ayez confiance en vous », essayez de déterminer vos qualités, vos défauts, vos avantages, vos inconvénients, par rapport à une situation à un moment donné. Ce qui vous paraît être un défaut aujourd'hui sera peut-être une qualité plus tard. Ce qui vous paraît être une faiblesse aujourd'hui sera peut-être une force plus tard. Simplement essayer d'être, je ne vais pas faire Van Damme et dire que vous êtes aware, mais vous devez être à l'écoute de votre environnement, de l'endroit où vous êtes, de votre situation personnelle, des objectifs que vous avez, et n'ayez pas peur de changer ces objectifs. Ne soyez pas têtu en vous disant, voilà, j'ai un objectif, moi, je ne m'arrête pas tant que je ne suis pas. Non, si vous voyez... Si vous voyez que ça ne va pas, ou si vous voyez que quelque chose se découvre et que vous ne l'aviez pas vu venir, ouvrez-vous. Et prenez surtout beaucoup de temps pour réfléchir, et ne prenez pas un non-aboutissement comme un échec. Le fait de ne pas aboutir quelque part n'est pas nécessairement un échec. C'est juste une expérience de vie, c'est tout. Et les bonnes questions, vous allez vous les poser avec le temps. Si vous avez le courage de dire « Ok, je me suis planté, je vais faire autrement ». Faut pas cesser. Alors, peut-être un petit mot. Oui. Une question, parce que voilà, vous avez été la douane depuis que vous êtes sorti de l'école. Si par exemple, la douane, c'était pas votre truc, est-ce que c'est facile de changer de domaine ou La douane, c'est toujours pas mon truc. Pas tellement à cause de la douane en elle-même, mais parce que on vit dans. Enfin, moi, je suis très sceptique par rapport à ce que l'Europe est devenue. Je suis très sceptique par rapport à ce que l'administration est devenue. Et j'aime toujours pas. Voilà. Mais c'est plus lié aux gens que j'ai en face de moi. Il y a un système qui est complètement stupide, enfin que je trouve stupide, parce que voilà, il y a des gens qui trouvent ça intelligent, visiblement, puisqu'ils l'ont mis en place. Mais c'est vrai qu'on peut changer, mais alors il faut changer d'orientation. Mais par exemple, dans le cadre, parce que mon cadre, moi, c'est la vie aéroportuaire. Il y a des dizaines de trucs à faire. Nous, on a commencé avec ça parce que justement, je vous ai dit, comment est-ce que DHL est arrivé là-bas à Liège? Donc eux, ils avaient un avion qui venait d'Islande avec le poisson, qui arrivait à Cologne. Puis la compagnie islandaise décide de s'implanter à Liège. Le problème, c'est que le poisson vient. Il faut quelqu'un pour dédouaner et trier les boîtes, parce que les boîtes arrivent avec des numéros, mais bon, il y a peut-être 5 clients. Donc quand les chauffeurs viennent, il faut que la compagnie aérienne donne les bons cartons aux bons chauffeurs. Donc il y a quelqu'un qui doit superviser, regarder s'il y a des cartons cassés, enfin, tout ce que le client veut. Le truc, c'est... Le directeur commercial de l'aéroport est allé voir les 2 plus gros agents en douane de Liège, qui étaient à cette époque Coutret et Rademacher. Ils sont allés là, ils ont dit voilà des dossiers, ça vient toutes les nuits, c'est de l'argent facile, les Allemands vous disent ce que vous devez faire, vous faites les documents de douane, et puis vous leur envoyez votre facture, c'est tous les jours. Et les mecs, il vient à quelle heure cet avion? Minuit et demi? C'est fou, je fais ma heure, moi. Et ça s'arrêtait là. Et donc les Allemands sont venus à Liège, ils ont envoyé leur personnel toutes les nuits, pour superviser, et ils envoyaient les copies des documents à Anvers, et c'est une Flamande qui venait encoder les documents pour Liège, et c'est comme ça que DHL avait besoin de quelqu'un de local. Donc, tout ça pour vous dire que si je me suis retrouvé là dans la douane, c'est parce qu'il y avait un besoin. J'étais pas obligé d'accepter, etc., mais j'avais pas le choix. À partir du moment où on faisait la société et on n'arrivait pas à se développer, et qu'on a besoin d'abord alimentaire, il faut payer ses factures, il faut bouffer, il faut... Voilà. Ben, à ce moment-là, je me suis accroché à ça, et puis j'ai vu que c'était rémunérateur, et je me suis appuyé dessus pour faire d'autres choses. Aujourd'hui, on fait plein d'autres choses. Je vais vous dire un peu les activités qu'on a, c'est vraiment très très différent. Mais sur le moment même, on n'a pas toujours le choix. C'est déjà bien d'identifier qu'on n'aime pas la douane. Quand on est dedans, on se dit on n'aime pas, on cherche, on regarde ailleurs. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire à l'école. On ne peut pas dire je vais pas au cours de 2 cas parce que la douane ça m'emmerde, on est obligé de le faire. Dans la vie, on le fait pour d'autres raisons. Et on s'arrête parce qu'on n'aime pas. Ça prend un peu de temps, parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Maintenant, la douane, il y a diverses façons d'appréhender la douane. Bon, je sais que c'est le truc un petit peu rébarbatif ici, qu'on ne comprend pas toujours, parce que c'est une matière qui est relativement complexe. Mais il faut que vous sachiez que dans chaque ville,
Dans chaque poste de douane, les procédures sont différentes. Donc la loi est la même pour tout le monde, mais s'appliquer de différentes façons. Par exemple, nous, je vais vous donner un exemple très simple. À un moment donné, on a dédouané les pièces pour les avions TNT. Et dans les pièces d'avion, il y avait des pièces de Boeing 737. Et on avait un autre client qui avait des Boeing 737 et on dédouanait ces pièces aussi. Mais comme il est venu frapper à notre porte et qu'on était la société LCA, ça s'appelle LCA, on était dépendant du bureau de douane qui était juste de l'autre côté du parking. Ben, eux nous ont dit, ok, vous devez avoir tel document, originaux, et suivre telle procédure. Okay. Et puis quand TNT nous a demandé de faire leurs pièces à eux, eh ben, eux, ils ont la douane dans leurs installations, et eux, ils n'ont besoin que des copies, comme par hasard. Les originaux sont obligatoires, il paraît que c'est la loi, mais eux, ils n'ont besoin que des copies, et la procédure était toute différente. Donc pour les mêmes pièces, pour les mêmes avions, dans le même endroit, parce que les deux bureaux sont distants de 400 mètres, on avait deux procédures différentes, deux façons différentes de travailler. Ça, M. Decay, il ne vous dira jamais. Si vous allez à Bruxelles, ils travaillent de façon complètement différente. Et d'un poste à l'autre, ça diffère encore. Donc, même à Liège, si vous voyez comme ils travaillent à l'île Montsart, comme ils travaillent à l'aéroport de Liège, c'est deux mondes. Les procédures sont totalement différentes. Pourtant, la loi européenne est la même, la TVA est la même, les droits de douane, c'est la même chose, mais la façon dont ils calculent, la façon dont leurs exigences, etc., sont complètement différentes. C'est des raisons pour lesquelles je n'aime pas. Je n'aime pas quand les choses rigides sont arbitraires. Donc, ça c'était... oui, je voulais vous parler aussi, avant que monsieur pose sa question, je vais vous dire aussi, par rapport à ce que j'ai dit dans votre place dans la société, etc., n'oubliez jamais que quand vous vous présentez à un boulot, le but du jeu, c'est pas de remporter le truc comme si c'était The Voice. Le truc, c'est à la fin, il faut que vous soyez épanoui. Et c'est ça dont je vous ai dit que je vous parlerai au début de mon intervention. C'est que quand quelqu'un vient dans une société, il apporte quelque chose. Alors c'est vrai que vous sentez, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de concurrents parce que vous êtes ici dans la classe et vous dites, s'il y a un bon job, qui va l'avoir, comment on va faire, etc. Et c'est très amusant de voir l'énergie qui est mise dans les écoles pour faire des CV, des lettres de motivation. Enfin maintenant, j'ai une certaine expérience en étant de l'autre côté de la barrière. Et comme vous, je suis tombé dans le même panneau, faire la plus belle lettre, le plus beau CV, le truc le plus sexy qui existe, etc. Pour bien se vendre. Enfin, à la fin, ça ressemble plus à une pub Coca-Cola que vraiment un CV. Et alors, moi, je reçois des CV presque tout le temps, quoi. C'est extraordinaire. On dirait tout le temps la même chose, il suffit de barrer le nom. Moi, j'ai jamais reçu un CV de quelqu'un qui disait « j'ai envie de bosser, mais je ne suis pas très motivé », par exemple. Je veux dire, on a tout le temps les mêmes informations, les mêmes trucs, etc. Et alors, le plus cocasse, c'est que finalement, on accorde généralement 10-15 minutes à quelqu'un pour nous convaincre que c'est la bonne personne. C'est à part être grossier je ne sais pas vous dire des conneries, je ne vois pas pourquoi quelqu'un serait mauvais. Je veux dire, vous êtes a priori tous bons. Vous êtes ici à l'école, vous travaillez, vous étudiez, certains plus que d'autres. C'est pas la question. Moi, je n'ai pas bossé beaucoup non plus à l'école, mais j'avais quand même une certaine tenue et j'étais pas un mauvais gars, quoi. Voilà, comme vous. Et donc, c'est très important que quand vous allez devant un employeur, vous disiez que l'important, c'est pas d'avoir le job. L'important, c'est d'avoir une chance. C'est ça. Mais il ne faut pas arriver à des situations comme celle que je vis aujourd'hui avec un de mes employés. C'est un gars qui... Bon, son CV était quelconque, il n'a pas grand-chose à apporter, mais dès mon premier contact, j'ai une certaine sensibilité pour ça, j'ai senti que c'était un gars bien, quoi. C'était un type bon, honnête, et, qui voulait apprendre, qui voulait progresser, etc. Mais tout de suite, j'ai vu qu'il avait cette envie-là de remporter la timbale, d'être celui que je vais choisir. Sauf que moi, quand j'engage quelqu'un, généralement, je fais 3 interviews. Parce qu'il n'y a aucune raison que de voir 10 personnes. J'ai jamais rencontré quelqu'un de mauvais à une interview, jamais. Quelqu'un qui m'a plu ou moins plu, oui, mais pas quelqu'un de mauvais. Quelqu'un qui me dit un truc qui ne m'intéresse pas. Un gars qui dit, moi, je voudrais bien avoir l'expérience ici pour partir dans 2 ans dans une grosse boîte, j'ai pas envie d'engager, c'est tout, mais c'est propre à moi, c'est pas parce qu'il est mauvais ou parce qu'il a des mauvaises idées, c'est parce que moi, ça ne me convient pas, et à la fin, c'est moi qui paye. Donc j'ai ce privilège de pouvoir faire le choix. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est quand vous êtes dans un rapport contractuel, et ça, c'est pas seulement quand on cherche un job, vous offrez quelque chose. C'est pas l'aumône, c'est pas vos droits au chômage. C'est pas, je sais qu'on est dans un modèle un peu quasi communiste ici en Wallonie, mais
quand on vous donne le chômage, vous dites c'est mes droits. Mais quand vous venez travailler, vous avez aussi des droits et vous avez des devoirs. Donc, toujours bien mettre en rapport les droits avec les devoirs. Est-ce que ça vous convient? Parce que vous apportez quelque chose à l'entreprise et votre valeur est énorme. Et ça, il ne faut pas le sous-estimer. Ne croyez pas que si quelqu'un vous paye faire quelque chose, c'est juste parce qu'il faut un clampin à un endroit. On attend de vous un talent, et vous l'avez le talent. C'est juste que vous n'en avez pas conscience, il faut le développer, il faut donner de bonnes conditions pour le développer. Il suffit qu'on ait des problèmes un peu privés, on n'arrive pas à s'adapter au travail. Il suffit qu'on soit bien dans sa vie, ben on a plus facile d'avoir une vie professionnelle. C'est comme ça pour tout. C'est pareil dans le sport, c'est pareil dans tout. Donc, mettez-vous toujours en valeur, mais n'essayez pas de... Enfin, moi c'est mon conseil, parce que vous allez être malheureux. N'essayez pas de décrocher le truc à tout prix, sauf si vous avez vraiment besoin de sous. Vous dites, je vais payer mon loyer, ben, je vais laver des bagnoles. Ben voilà, vous le faites, c'est votre choix. Et vous savez, vous ne ferez pas ça toute votre vie. Mais ayez le courage de dire non quand ça ne va pas. Ayez le courage de dire, écoutez, vous me demandez de faire un truc, mais c'est pas moi, je n'arriverai pas. C'est pas un échec. Je vais vous expliquer le cas d'un garçon que j'ai engagé. Je vous ai dit, à l'interview, il me paraissait super sympa, etc. Et pour moi, ce qui est le plus important, c'est la personnalité. C'est pas... que le mec il sache compter par le comptage par 137, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est un gars, je passe 8 heures avec lui dans le bureau, c'est que déjà il soit sympa, qu'on peut un peu discuter avec, même s'il est timide, parce que bon, voilà, moi je suis timide aussi, ça ne se voit pas, mais c'est plus facile de parler devant une foule que de personne à personne. Mais quelqu'un qui me paraît tourciveux ou quoi, bah, voilà, je suis moins en confiance. Et donc le gars, il y a travaillé, et très vite je me rends compte qu'il a du mal à s'adapter. Donc, généralement, nous, on donne 6 mois aux personnes pour s'adapter au travail, parce que c'est très, très exigeant. Et lui, après 2 ans, il n'est toujours pas dedans. Quoi. Donc, pour dire, j'étais quand même tolérant. Et puis, le type, un jour, il me demande à boire. Je lui dis, c'est ça, il va partir. Quoi. Ça ne va pas... On va boire un café. Il me dit, ben voilà, moi, pour ces 2 ans que je suis ici, j'estime que 20% d'augmentation nette, ce serait le minimum. Ah bien, je prends ma machine à calculer. Je lui dis, t'as vu ce que ça coûte par an, 20% net? Ah oui, non, je n'avais pas vu ça comme ça. Bah oui, mais moi je le vois parce que c'est moi qui sors l'argent, donc je le vois d'une autre façon que toi. Et je dis, en 2 ans, tu sais, je ne veux pas être grossier, mais tu n'as pas beaucoup progressé. Et voilà, je ne vois pas comment tu peux justifier ça. Ah oui, non, c'est avec ma copine, on s'était dit que ce serait bien si je gagnais plus. Bah oui, tout le monde veut gagner plus. Mais je dis, écoute, à mon avis, tu as du mal à t'adapter et je ne pense pas que ce boulot est fait pour toi. Parce que tu as beaucoup trop de stress. Quand il y a un gars qui veut quelque chose, tu le fais, tu ne négocies pas. Il y a un gars, il te dit, par exemple, je sais pas moi, il y a un gars, il téléphone, il dit, je peux charger ce camion-là, tu m'envoies un email, il envoie l'email, et puis en fait, le camion, c'est pas pour nous, mais moi, je vais payer la facture. Quoi. Et le gars influençable, c'est impossible, je dis, écoute, ça va pas. Tu dis, ouais, non, moi, je veux vraiment faire ça, ça me prend encore un peu de temps, mais je vais m'adapter, je veux rester. Donc le gars, il est resté. Et il y a 3 semaines, il est venu me voir, il m'a dit, écoute, je réfléchis à ce que tu m'as dit il y a 2 ans, je suis pas heureux dans ce que je fais, je veux partir, j'ai déjà passé des interviews. Je dis, pas de problème, tu me le dis. Et puis moi je vais t'aider à trouver. Donc maintenant on essaie de lui trouver un job qui lui convienne. Je n'ai pas voulu lui donner son bon de sortie parce que je veux quand même lui donner une chance de trouver ce qu'il veut, d'avoir le temps qu'il le fasse, etc. Pour autant que lui s'applique, et il s'applique bien, il joue le jeu, il travaille correctement. Mais enfin voilà. Sauf que le gars, il a eu peur de me dire qu'il n'était pas bien, il a eu peur de me dire qu'il passait des interviews, et il a passé une interview avec quelqu'un que je connaissais, et moi je lui ai donné un coup de fil pour le engager. Donc il est passé à côté de ça juste parce qu'il n'a pas eu confiance. Il n'a pas eu confiance en moi. Ce que je peux comprendre, parce que c'est pas facile de dire à son employeur et je cherche à partir. On a toujours peur que l'employeur soit plus sévère avec, ou lui donne de mauvais horaires, ou enfin je sais pas. Donc c'était, je le comprends, je ne lui en veux pas. Et c'est pour vous dire que le gars, finalement, je lui ai dit, tu vois, il s'appelle Arjuna. Et tu vois, pour moi, tu as perdu au moins 2 ans de ta vie. Parce que tu as essayé pendant 2 ans. Moi, j'étais plus ou moins content. Je n'ai pas fait de reproches. Sauf que le gars n'était pas productif du tout, mais il faisait quand même partie du boulot. Moi, je peux orienter les chiffres, etc. Donc, je lui ai dit, voilà, tu étais bien. Pour nous, tu avais ta place. Et puis, après 2 ans, tu es venu, je t'ai dit, écoute, ça va pas. Tu dois trouver autre chose. Tu as dit non, tu t'es obstiné. Et puis, à la fin, voilà, tu es 4 ans après. Tu as 4 ans où maintenant, si tu veux refaire quelque chose, tu dois te réadapter. Alors qu'on est 4 ans plus tard, tu vas avoir du mal. Et voilà, c'est une leçon pour lui. Mais le truc, c'est que je comprends aussi quand on se présente à une interview, on veut être le meilleur, quoi, on veut gagner. Il y a une compétition qui s'installe, on essaye de se dire, tiens, ils en ont interviewé 3, donc voilà, si
Admettons, il y avait une fille, mais bon, on travaille la nuit, les filles n'aiment pas trop, donc celle-là, elle est éliminée. Lui, je sais pas, il avait des chaussures rouges, ça n'allait pas avec son pantalon. Peut-être que lui, il n'aimera pas non plus, donc j'ai une chance. C'est pas ça la vie. La vie, c'est, tiens, moi je vais bosser, j'ai besoin d'argent, parce que je veux me développer, tout le monde a besoin d'argent. On veut payer son loyer, un jour on veut peut-être rencontrer quelqu'un, on veut avoir des enfants, on veut avoir une belle voiture, on veut voyager, on veut simplement mettre de côté pour ces vieux jours. Enfin, il n'y a pas de mauvais choix. Chacun choisit sa vie. Mais si on le fait dans un but de gagner juste de l'argent, il faut être très costaud dans sa tête pour pouvoir s'extirper du milieu à n'importe quel moment et pour pouvoir trouver les choses qui vont vous motiver à progresser dans la vie. Progresser, encore une fois, dans notre culture, progresser, c'est toujours vers le haut. C'est une erreur. Progresser, ça peut être latéralement, ça peut être faire juste autre chose, ou différemment. Mais n'essayez pas, enfin voilà, moi j'aime pas les... Encore une fois, je ne sais pas si M. Labrie se souvient, il y a une année, il y en a un qui était dans le fond avec une cravate, là, il m'a dit est-ce que vous avez la recette pour réussir et être riche très vite? Je dis ouais. Et tout le monde était là avec son bic, comme ça. Et j'ai dit ben, c'est ça. Tu vas dans une boîte, tu choisis une fille un peu influençable, tu la mets dans une vitrine, tu la prostitues, tu achètes de la drogue, tu la vends, tu tues ton voisin, tu piques son pognon, et là tu feras beaucoup d'argent très vite. Le gars il me regarde. Je dis, c'est pas une question, enfin, ça n'a pas de réponse, cette question. Ça dépend de l'énergie que vous voulez donner dans vos objectifs. Moi, je ne suis pas prêt à tuer pour le truc. Voilà. Si je suis payé pour le travail que je fais, je suis content. Voilà. Maintenant, il y en a d'autres, c'est pas ça. Il y en a, c'est plus fort qu'eux. Il faut qu'ils volent, il faut qu'ils trichent, qu'ils le fassent. Moi, c'est pas dormir la nuit, quoi, quelque chose comme ça. Mais chacun a sa place dans la société. Chacun a sa place, simplement, vous devez aussi vous élever et prendre confiance en vous. Et la seule façon de prendre confiance en vous, c'est d'abord d'apprendre de ses erreurs, ne pas se démonter quand vous gamellez, parce que moi aussi, j'ai fait beaucoup de mauvais choix dans ma vie, je me suis trompé aussi. Ici, où je vous présente le bon côté des choses, le côté, quand on est étudiant, la vie est marrante quand même, parce que quand on a 6-7 ans, on a envie d'avoir 12 ans pour être avec les grands, quand on a 12 ans, on a envie d'avoir 18 ans pour avoir son permis et une bagnole. Puis quand on a 18 ans, on a envie d'en avoir 23, 24 pour avoir un diplôme. Puis quand on a un diplôme, on serait juste d'en avoir 30 pour avoir une situation stable. Puis quand on a 40, il y en a qui seraient juste d'être pensionnés. Et ils ne se réjouissent pas d'être en maison de repos, mais c'est là qu'ils vont, quoi. Donc, à un moment donné, il faut prendre le temps de vivre et il faut prendre le temps de trouver sa propre place au moment où on est, à la place où on est. C'est pas... c'est facile à dire, vous allez me dire, mais ce sont des choses qui sont pleines de sensibilité, en fait. Et vos talents, vous devez y mettre l'énergie que vous avez envie d'y mettre. C'est tout. Pas seulement faire plaisir aux autres. Voilà. Si vous avez des questions par rapport déjà à ce volet, comme ça, de parcours, ou... Oui. Ah oui. Voilà. Ben, oui, je ferai après les questions s'il y en a. Je vais décrire après les activités. Oui. Pardon? Non, ouais, c'était pas une question. Il me rappelait que j'avais dit que je décrirais les activités de nos sociétés. Donc ça, je vais le faire, mais s'il y a des questions... Voilà. Donc ça sera plus facile pour répondre. Donc je vais vous parler un peu des activités, et puis de 2-3 autres projets que j'ai eu à côté de la vie professionnelle, pour vous montrer qu'il y a vraiment plein de choses à faire dans la vie, et ça dépend encore une fois de l'énergie que vous avez envie d'y consacrer. Il n'y a pas de recette, ce que j'ai fait n'est pas bien ou mal, c'est juste ce que j'ai fait. Donc, les activités de la société, donc notre société s'appelle LCA, c'est une société qu'on dit agence en douane et agence de fret, c'est-à-dire qu'on fait des documents de douane, c'est vrai, on dédouane des marchandises, c'est vrai, ça consiste à faire des documents, payer des taxes et les récupérer chez les clients. En gros, c'est ça. Alors, agence de fret, ça veut dire quoi? Qu'on peut organiser n'importe quel transport de n'importe quoi, quasi dans le monde entier, par air, mer ou route. Donc c'est assez facile à comprendre. Alors dans la pratique, qu'est-ce qu'on offre comme service aux clients? Il y a des services donc documentaires, on fait des documents de transport, des documents phytosanitaires, parce qu'on importe beaucoup de fleurs, donc on fait des documents pour l'ASCA, documents vétérinaires, on est le leader d'import de chevaux à Liège. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler dans les journaux, etc., il y a eu les chevaux des Jeux Olympiques de Rio. C'est nous qui avons fait tous les documents. En 2010, il y avait les Jeux équestres du Kentucky. C'est le plus gros mouvement de chevaux qui a jamais eu lieu dans l'histoire. Donc il y a eu 450 chevaux à l'export, 450 au réimport. C'est nous qui avons fait tous les documents.
c'est un record du monde, toute catégorie. On a des animaux de zoo, par exemple. On a déjà eu des tigres, on a eu des wallabies pour le monde sauvage Hawaï, on devait avoir le panda de Périléza. Pour des raisons politiques, c'est DHL qui les a eus, parce que les Flamands voulaient que l'avion arrive à Zaventem, en territoire flamand. Comme le panda allait en Wallonie, il fallait que l'avion, lui, il aille. Voilà. Donc, comme quoi, à quoi ça vient. Et puis, donc, on a toute cette activité documentaire. À côté de ça, on a une activité de supervision. Donc, par exemple, quand on a le poisson ou les fleurs, on va dans les entrepôts pour voir si la marchandise est bien triée, voir que les chauffeurs prennent la bonne marchandise pour le bon client, etc. On a aussi, maintenant, plus récemment, on a une activité de gestion des stocks de pièces d'avion d'une compagnie aérienne russe, qui ne restera pas malheureusement, parce que c'est l'avion qui transporte tous les Chinois, vous avez peut-être vu déjà à la télé. Donc on fait toute la douane et l'expédition de ces pièces pour eux. On a aussi une activité de supervision sur la piste. Donc parfois on a des charters et on nous demande de regarder que la marchandise ne soit pas abîmée au déchargement ou que l'avion ne soit pas abîmé, ça dépend un peu qui nous mandate. Et puis à côté de ça, en fait, je développe une nouvelle société qui va s'occuper de matières dangereuses. Donc en fait, en transport aérien, il y a toute une réglementation de matières dangereuses. Et on a comme projet, à partir du 1er janvier, si l'Organisation mondiale du transport aérien valide nos cours, on va donner des formations dans les matières dangereuses. Et on va offrir des services de réemballage de produits dangereux. Donc par exemple, quand vous avez des camions qui viennent parfois, l'emballage est un peu abîmé, ou les étiquettes sont enlevées ou abîmées, et les compagnies aériennes ont besoin de quelqu'un pour réemballer. En gros, ça consiste à prendre un petit carton et le mettre dans un gros carton. C'est pas plus compliqué que ça. Quand ça coule, quand c'est vraiment dangereux, etc., c'est la protection civile et les pompiers qui s'en chargent. Nous, on prend aucun risque. Voilà, puis on essaye de développer d'autres choses. Alors l'année dernière, on a été les premiers à Liège à dédouaner de l'e-commerce. Donc ça, vous savez bien, tout ce que vous achetez sur Internet, en Chine, n'importe où, etc. Mais nous, on a eu une grosse activité, mais bon, il y a... Curieusement, un Chinois est venu à Liège, il nous a fait confiance, on a tout fait parfaitement, et puis il a pris un Liégeois qui travaillait chez Liège Logistics in Wallonia, je ne sais pas si on connaît, qui était directeur marketing là-bas, il s'est associé avec le Chinois, et le mec il a pris tout le business, il était le mettre aux Pays-Bas. Ça c'est pour vous dire les gens avec qui on travaille, super quoi. Donc maintenant on a d'autres prospects en Chine surtout. Et on est en train d'essayer de développer donc avec 2 gros nouveaux clients, exactement la même activité qu'on a fait l'année dernière. Et voilà, donc on a encore 2 ou 3 autres projets, notamment de stockage dans un entrepôt. Enfin, ça bouge un peu, mais comme je vous l'ai dit, quand on a le temps d'avoir un peu de recul, on peut faire des projets à plus long terme, à stresser moins quand il se passe quelque chose. Voilà, on a perdu un gros client, les employés étaient « on l'a perdu, qu'est-ce qu'on va faire ?» Je dis « calme-toi, on va analyser la situation, on va sortir notre épingle du jeu. » Donc le gars, ils nous ont donné 15 jours de préavis, alors que ça fait 12 ans qu'ils travaillent avec nous. Bah, j'ai repris leur entrepôt, j'ai repris leur bureau, ils ont mis tous leurs trucs à Bruxelles, ça ne fonctionne pas, maintenant ils reviennent. Donc voilà, qu'ils reviennent et on va facturer plus. Donc tout est une opportunité. Tout est une opportunité, il faut prendre le temps, il faut être un peu stratégique, un petit peu intelligent. Alors ok, des fois ça prend du temps, et on n'a pas toujours le temps, mais il faut avoir confiance en soi, il faut bien connaître son environnement en fait. Donc, sinon, bah, que ce que je peux vous dire, bah, que vous avez aussi une place de citoyen. Moi, à une époque, bon, je ne vais pas vraiment parler, je ne vais pas très envie de parler de politique parce que c'est comme ça, mais à une époque, avec 2 autres personnes, j'ai créé un parti politique. Alors, ça a eu son petit succès à un moment, et puis bon, voilà, ça s'est dissolu pour des raisons, comment dire, ouais, bah, politiques, on va dire. Mais je suis très fier d'avoir fait ça, parce que c'est une démarche citoyenne de dire, tiens, moi je vais respecter la loi, je vais tout faire comme il faut pour développer un truc. Et puis à la fin, bah, on avait quand même 600 sympathisants qui payaient une cotisation, etc., ce qui est pas mal. Et je vais vous dire pourquoi c'est pas mal. Parce que la NVA, avant les élections, c'était 40 personnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le plus gros parti de Flandre, c'est 40 personnes qui géraient les contacts et toutes les activités, etc. Et nous, on avait 600 membres et on n'a pas réussi à percer. Donc c'est pour vous dire, c'est très très compliqué. La politique actuelle n'est plus dans un ordre de démocratie, mais dans un ordre de gestion, finalement, comme une comptabilité d'État. Voilà. Donc moi, je me suis retiré de ça. On m'a fait des propositions pour aller dans le truc que je n'ai pas voulu, parce que c'est pas ma conception de faire de la politique. Donc on m'a demandé d'intégrer un parti, d'avoir peut-être même plus tard le majorat de ma commune.
c'est justement ça que je combats. Donc j'ai arrêté complètement. Mais je suis très fier d'avoir fait et j'en parle. J'aime bien en parler autour de moi parce que je trouve que c'est important que vous trouviez aussi votre place de citoyen, vous fassiez entendre, surtout en tant que jeune, et ne pas laisser des gens, même de mon âge, je veux dire à mon âge, on n'est pas vieux, mais je ne trouve pas normal que des gens de 60, 70 ans déterminent votre avenir pour les 100 prochaines années. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'il y ait des lois comme ça qui soient immuables, qu'on soit dans une communauté européenne qui pond des dizaines de lois par jour que plus personne ne comprend. Que même il faut des fois 10 juristes qui ne sont pas d'accord entre eux pour comprendre un texte, et nous, on est censé connaître la loi et censé la respecter. Donc c'est un petit peu bizarre pour moi. Enfin, je sais pas, j'ai du mal à accepter un petit peu, c'est un peu mon côté révolutionnaire sans doute. Mais, voilà. Donc il n'y a pas de mauvaise idée, il n'y a pas de mauvais combat, mais il faut aussi que vous soyez un peu à l'écoute de ce qui se passe dans votre pays ou dans votre environnement, parce que c'est ça qui va conditionner toute votre vie. Voilà. On parle par exemple du CETA, etc. Moi, avant le jour du non à Londres, je n'avais jamais entendu parler du CETA. Pourtant, je m'intéresse au plateau, je n'ai jamais entendu parler de ça. Et puis quand j'ai lu ce bazar, moi, je suis profondément anti-parti au pouvoir, quel qu'il soit. Enfin, je sais pas, j'ai un problème avec le Parti socialiste aussi, parce que je n'aime pas la façon dont la Wallonie est gérée, etc. Mais quand j'ai lu ce bazar, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on peut faire avaler ça aux gens, quoi. Je veux dire, d'un côté, les intermondialistes, ils sont marrants aussi, parce que d'un côté, ils disent qu'il faudrait qu'il n'y ait pas de barrières, pas de douane, pas de frontières, et que tout le monde soit un grand peuple uni, machin. Et de l'autre côté, quand il y en a qui font des traités, on n'est pas d'accord. En l'occurrence, j'ai pas tout lu, j'ai lu des trucs en diagonale, parce qu'il y a des trucs que je ne comprends pas, je vous le dis tout de suite. Mais il y a des trucs, je me demande comment on peut, par exemple, accorder que des multinationales puissent attaquer les États en justice. Je comprends pas. Ça, je ne comprends pas. Et c'est très très important pour vous, parce que ça veut dire que quand une multinationale se sentira lésée dans les lois qui ont été produites par le Parlement, donc vous voyez, je suis bon joueur, je vous dis que je ne suis pas socialiste, et c'est eux qui font barrage, donc voilà, je trouve qu'ils font leur travail démocratique, c'est très bien, il ne faut pas... Mais je ne comprends pas comment on pourrait arriver à une situation où une multinationale dit ben moi j'ai perdu 100 millions, je vous condamne à payer 100 millions ou 150 millions parce que vous m'avez entravé dans mon développement. Parce que quand un État paye, c'est vous qui payez. Quand quelqu'un dit c'est gratuit, c'est jamais gratuit, c'est vous qui payez. Quand on vous dit oui, nous on va instaurer, je sais pas moi, les allocations, on va les doubler, c'est l'État, mais l'État c'est vous, c'est dans votre poche que vous allez chercher. Donc il faut gérer ça correctement, il faut gérer ça convenablement, pour que ça continue, pour qu'on puisse toujours en bénéficier. Si vous faites tous les fruits de l'arbre, à un moment donné, il n'y a plus un pépin pour replanter un arbre. Ouais, vous savez. Donc il faut faire ça intelligemment. Et je trouve que c'est ce qui est parfait. Voilà. Sinon, voilà. Si vous avez d'autres questions, ou vous avez... Oui. Vous avez fait 3 ans à l'EMO, vous avez commencé à bosser, vous n'avez pas fait d'études en master, vous n'avez pas les fonds, pas l'envie. En master, après. En fait... Oui, avant de continuer votre question, donc il fait le bilan de mon parcours, j'ai fait 3 ans à l'EMO, et il dit, vous n'avez pas fait le master parce que vous n'avez pas les sous, vous n'avez pas envie. Je vais avoir une certaine honnêteté, je veux dire, à cette époque-là, je n'étais pas capable. De suivre une discipline, je n'étais pas capable. Ok, financièrement, quand on veut, on trouve toujours, parce que je bossais comme étudiant, etc., j'aurais pu le faire. Mais je ne me sentais pas capable parce que ça ne correspond pas à ma façon de travailler. Ça, c'est une excellente question que j'aime bien. Donc, il dit, est-ce que 10-15 ans après, je ne me dis pas que ce serait bien quand même de faire un master ou de faire une des études supplémentaires, puisque je dis en feeling, vous dites qu'en quelques temps, j'ai eu un peu plus de maturité, etc., j'ai vu un peu plus clair et j'aurais pu décrocher un diplôme comme ça pour peut-être faire autre chose, ou autrement, ou mieux, ou je ne sais pas. Ça, c'est une bonne question. Et encore une fois, il faut se référer à ce que vous attendez vous-même de la vie, à votre façon de voir la vie. Moi, je ne critique pas ceux qui ont 3, 4, 5 masters, mais comme dirait un de mes amis qui, lui, a grandi à Kinshasa, il a dit « Moi, j'ai fait l'université de la rue. » Il dit « Moi, j'ai appris dans la rue. » Et je dois dire que je ne veux pas... Mon message n'est pas « Mettez l'école de côté, allez directement dans le bas, etc. » C'est pas ça mon message. Ce que je dis, c'est que dans la situation dans laquelle j'ai été poussé à un moment donné trouver un job que je n'aimais pas, puis je me suis créé un peu ma fonction dans ce que j'aimais bien, etc. Et je crois avoir appris assez pour m'épanouir dans ma vie
Je ne peux pas retourner dans un truc. Alors, vous savez, si demain je suis le gars qui gagne 168 millions au loto, je crois que je retourne à l'UNIF. Parce que je n'ai pas de pression, je vais faire ce que je veux. Je ne vais pas faire quelque chose, valider, je vais gagner des sous, ou je vais faire ça parce que je dois faire un métier. Je fais quelque chose par passion. J'irai apprendre un truc qui ne rapporte pas de fric, par exemple. L'océanographie, je ne sais pas, voilà, l'étude des animaux, ça ne rapporte pas d'argent, l'étude des animaux. Ou la recherche, je ne sais pas, un truc qui ne rapporte pas de fric. C'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, est-ce que c'était malin ou pas de refaire un master? Peut-être que si j'avais refait un master, par exemple, après quelques années, ça aurait été intelligent comme parachute. Parce qu'avec l'expérience professionnelle et un master en plus, il y a d'autres portes qui seraient ouvertes dans des grandes structures. Et moi, je ne suis pas fait pour les grandes structures, donc je ne me suis pas senti aspiré vers... J'aime pas qu'on me donne des ordres, en fait. Ben, je veux bien qu'on me donne des directives, mais j'aime pas j'aime pas me sentir, comment dire, injustement puni. Voilà. C'est peut-être un signe d'immaturité, je ne sais pas. Mais j'ai appris, en tout cas, donc j'ai été éduqué, formaté comme un fils d'ouvrier. Donc il faut aller dans une grosse boîte, il y a le patron, il y a le chef, il y a le sous-chef, et puis il y a toi. Et puis en dessous, ben, il y a rien, en fait. Il y a le néant. Donc j'ai grandi comme ça, j'ai appris ça. Et en tant qu'employé, j'ai toujours été respectueux de cette place-là, comme ça. Et puis j'ai appris à prendre confiance en moi quand je suis devenu indépendant, parce qu'on est dos au mur, on doit se battre, on doit trouver des moyens, on doit trouver des solutions. Et finalement, on se rend compte qu'on a une certaine aura, on a une certaine capacité, finalement on a une valeur. Simplement, on a une valeur, on n'est pas juste un numéro parmi d'autres. Et donc dans ma situation à moi, un master aurait été juste un parachute si j'avais l'idée... Ouais, si je me plante, je vais dans une autre structure. Je crois que je me suis dit que si ça ne marchait pas, j'avais encore une option, c'était de me relever et de refaire la même chose. Pas de la même façon, évidemment, parce que sinon c'est voué à l'échec aussi. Mais je ne me suis pas senti plus en sécurité en ayant un diplôme en plus. Dans ma situation, avec ma personnalité, je me disais, avec mon expérience, avec mes contacts, avec mes trucs. Et maintenant, bah, imaginons demain, il y a une catastrophe qui se passe et ma société se casse la figure, parce que bon, voilà, on n'est jamais à l'abri d'un mauvais truc. Ben, j'ai assez de confiance en moi pour me dire j'ai de l'expérience, j'ai appris plein de choses, et même si je dois recommencer à zéro, de rien, je me ferai petit, je le ferai, et puis voilà, je vais trouver ma place. J'ai pas peur, c'est ça, j'ai plus peur. Et à un moment donné, j'étais stressé, parce que quand on a plaqué son boulot, qu'on a droit à rien, et puis qu'on est indépendant, qu'on n'a pas de clients, et que... Enfin, heureusement, j'avais juste mon loyer à payer, j'avais rien d'autre à payer, mais bon, c'est quand même stressant, quoi, parce que... À un moment donné, on se dit, ouais, qu'est-ce que je vais bouffer la semaine prochaine, quoi. Et puis voilà, il faut saisir cette opportunité, en faisant d'autres. Voilà. Maintenant, si moi, allez, je vais vous parler comme si, je sais pas, comme si vous étiez mes gosses, quoi. Moi, en tant que parent, je préférerais que mes gosses aient le plus de diplômes possible. Je préférerais qu'ils fassent un master plutôt que juste un baccalauréat. C'est clair, je préférerais qu'ils soient médecins. Plutôt que, je ne sais pas moi, que maçon. Mais maintenant, la question se pose, est-ce que dans le contexte actuel, on ne fait pas plus d'argent en étant maçon? Regardez à l'extérieur, il y a toujours du boulot, plutôt qu'en étant médecin qui n'est pas sûr d'avoir un numéro dynamique. Donc c'est ça que je vous dis, il faut bien s'adapter à l'environnement, à bien regarder où on va, et que les objectifs peuvent changer avec le temps. Voilà. C'est ce que je vous dis, il ne faut pas regarder la structure verticalement, il faut la regarder horizontalement. Moi, tous les gens de métier, menuisiers, maçons, etc., que je connais, dans tous ceux que je connais, il y en a qui ont de l'or dans les mains, mais c'est des piètres gestionnaires. Et ces mecs-là, s'ils avaient fait Sainte-Marie et puis qu'ils avaient décidé, je vais faire une entreprise de construction, ils seraient millionnaires, quoi. Parce que du boulot, il y en a, parce qu'ils ont un savoir-faire, enfin, c'est des vrais artisans. Ils gèrent leur truc comme des pieds, quoi. Donc, voilà. Donc si le but est de faire de l'argent et d'être épanoui, si un gars est épanoui en étant dans la construction et qu'il est un petit peu malin, il peut faire beaucoup d'argent et bien se plaire dans ce qu'il fait. Donc je ne crois pas qu'un master l'aurait aidé. Maintenant, voilà. Je vous encourage à passer un maximum d'examens, réussir autant que vous en passez, avoir un maximum de papiers, parce que celui qui dit que ça ne sert à rien, c'est un menteur. C'est toujours bien avec le diplôme. Maintenant, j'ai un de mes cousins qui, lui, est encore plus âgé que moi. C'était un type, c'était un surdoué. Il était premier dans tout ce qu'il faisait. Il a même été sélectionné pour les Jeux Olympiques. Il n'est pas allé parce qu'il
il avait la rentrée, il ne voulait pas compromettre sa rentrée. Enfin, c'est un truc complètement débile. Un gars, il est champion de Belgique de judo, il n'a pas voulu aller aux Jeux Olympiques. À Los Angeles, en 88, bien avant le CIA. Et le type, il fait une licence en informatique. Donc à l'époque, c'était les extraterrestres qui faisaient ça, parce que les ordinateurs n'étaient pas comme ceux que vous avez devant vous, c'était des hasards un peu bizarres. Et le type, il fait sa licence informatique, et il réussit brillamment, et puis à la fin, il dit, bah, c'est con, moi j'utilise un ordinateur, je ne sais pas comment ça fonctionne, donc je vais faire ingénieur maintenant. Il a fait ingénieur en électronique. Et puis le type, il a été sur le marché, avec ses diplômes, et personne n'en voulait, il était surqualifié, quoi. Pourquoi? Parce que les sociétés avaient peur qu'à un moment, ils vendent trop. Ils avaient peur de devoir le payer trop, etc. Il est parti aux États-Unis, il a travaillé une dizaine d'années pour Intel. Il était chercheur chez Intel. Puis il en a eu marre, il est parti, il s'est retrouvé à Silicon Valley. Maintenant, il est revenu en Belgique il n'y a pas longtemps, donc il est resté plus de 15 ans aux États-Unis. Il est revenu en Belgique et il travaille pour une société informatique à Louvain-la-Neuve, un truc de la recherche aussi électronique. Donc, voilà. Mais c'est pour vous dire, le gars, il a eu ses diplômes, mais pendant plusieurs mois, il était embêté, quoi, parce que ou bien il devait accepter un poste qui n'était pas du tout en relation avec ce qu'il avait fait, ou bien il y avait des postes, mais chaque fois il disait, écoutez, vous êtes surqualifié, voilà, vous avez peur de devoir le payer trop. Il y en a beaucoup qui veulent faire un master ici. C'est déjà réglé. Ben voilà, si vous n'avez pas de questions, moi je vais vous laisser. Moi j'ai une question. Tout à fait. Vous pouvez l'applaudir, il a des questions. Vous avez dit que, par exemple, vous prenez l'exemple de M. Descartes, de la manière d'apprendre la douane, que c'était pas vraiment du tout... Non, attention, je ne l'ai pas critiqué. Attends, il a parlé de la façon dont j'ai parlé de M. Descartes. Le problème n'est pas M. Descartes, le problème est la matière. Hein. C'est pas facile non plus à expliquer. En général, je veux dire aussi, même en général, et vous avez dit que c'était pas forcément efficace par rapport au monde professionnel. Non, ce que j'ai dit, donc il dit que ce que vous avez vu, ou la façon dont vous l'avez vu en douane, n'est pas efficace par rapport à la vie professionnelle. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que la façon dont on est obligé de vous expliquer, donc on est obligé de vous donner une certaine théorie. La théorie, elle est vraie. Donc ce qu'il vous raconte est vrai. Elle est rébarbative. Franchement, c'est un cours assez casse-pied. Mais quand bien même ce serait amusant à suivre, quand vous arrivez dans la vie professionnelle, les choses sont totalement différentes. Et vous allez voir ça dans d'autres domaines. J'ai pris cet exemple-là parce qu'il est très criant, et parce que je peux en parler, puisque c'est un cours que je n'aimais pas, et je fais de la douane. Je m'en sors quand même, alors c'est un truc, ça sortait de partout. Et voilà. Mais simplement, c'est pas la faute de M. Descartes, c'est la faute à un système, lui aussi, il doit c'est une matière très technique, très complexe, et on vous demande de l'expliquer de façon superficielle. Donc chaque fois vous dites, je ne comprends pas pourquoi il a dit ça, et s'il vous explique, ça prend peut-être 10 heures. Et il ne peut pas. Donc lui aussi, il est un peu piégé. Simplement, c'est la matière qui est comme ça, et c'est normal dans un cadre de commerce extérieur, de baccalauréat, de connaître, de savoir que ça existe. Mais simplement, là où je voulais attirer votre attention, c'est sur le fait qu'il y a des matières qui peuvent être rébarbatives, soit de par leur essence, soit de par le professeur, quoique M. Descartes est un garçon super charmant, je connais bien dans le privé, c'est un gars super. Mais, malgré ça, la vie réelle peut être très différente. De par les personnes que vous avez en face de vous, de par votre situation, de par les besoins. Si vous faites de la douane pour gagner votre vie, vous faites de la douane parce que vous avez un problème, déjà, c'est pas une approche. Moi, quand il y a un client, il me dit merde, mon marché est bloqué par la douane, le type, il va mettre une bombe dans le poste de douane. Mais quand moi, je gagne ma vie grâce à la douane, je n'ai pas dit grâce au problème, parce que les problèmes, ça me saoule aussi. Mais quand je gagne ma vie en faisant ce job, je ne peux pas dire que j'aime, je vois les choses d'une façon différente.